J'ai l'honneur aujourd'hui d'introduire mon collègue et aussi Forestnet. Alors, je vais commencer par le premier point, c'est de vous donner une idée sur Forestnet, qui est un diminutif de Phosphate Research Network et qui est la suite de RecherFos. Alors, la mission de ce forum Forestnet, c'est de promouvoir une recherche et développement de qualité, permettant une production scientifique et un rayonnement à l'international, puis capitaliser les connaissances dans le domaine des phosphates et créer une synergie entre les chercheurs et les industriels, afin de donner une place importante à la recherche scientifique et particulièrement à l'innovation, tout en nouant des partenariats à l'échelle marocaine et à l'échelle internationale. C'est un forum aussi pour identifier les organismes de recherche et les chercheurs, et surtout les experts, et encourager la collaboration entre les acteurs du secteur concerné. Alors, ce forum, il est en relation étroite avec l'OCP, qui est leader mondial dans le domaine de l'industrie de phosphate, et aussi il est hébergé à l'IM6P de Ben Guerir, comme chacun de nous le sait. Alors, comme je l'ai dit, je pense qu'on a perdu Sichley. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Des autres planètes. Sichley, on vous a perdu. On n'entend pas. De Darwin. Oui, On vous a perdu à un certain moment. Vous avez des problèmes de connexion? Donc, la deuxième conférence, elle a pour thème les origines de la vie sur Terre, du simple au complexe, un chapitre sous les pieds de Darwin, vieux de 2,1 milliards d'années. Cette conférence, elle va être animée par le professeur Abdelrazak Al-Albani, qui est professeur à l'université de Poitiers, en France. Le professeur Abdelrazak Al-Albani est géologue, franco-marocain, né à Marrakech. Il a effectué ses études primaires, secondaires et universitaires à Marrakech. C'est un lauréat de la faculté des sciences Smrélia et de l'université Qadiyat de Marrakech, où il a eu son diplôme de licence, l'équivalent de la maîtrise en France. Puis, il a poursuivi ses études doctorales à l'université de Lille sur le bassin de Tarfaya al-Ayoun. Durant la période postdoctorale, il a effectué un séjour de 2 ans avec le soutien de la fondation Alexander von Humboldt à l'université de Kiel, en Allemagne, sous la direction du professeur Wolfgang Kuhnt. Il a aussi bénéficié du soutien de la fondation suédoise pour la recherche, Steen Foundation. Pendant son cursus de recherche et de postdoc, il a publié plusieurs articles dans des revues prestigieuses, telles que Nature. Et à partir de 2008, à la tête d'une équipe internationale, il a découvert sous forme de vie fossile, multicellulaire, macroscopique, au Gabon. Cette découverte a été attribuée au groupe fossile de Franceville. Cette découverte lui a ouvert la prospection d'autres chantiers en Mauritanie, en Ukraine, au Brésil et aussi dans son pays, qui est le Maroc. Je termine en disant que le professeur Abdelrazak Al-Albani a été décoré et honoré par les palmes académiques octroyées par le ministère de l'Éducation nationale, et il a été reçu personnellement par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, à Libreville, ainsi que par le président du Gabon, Ali Bongo. Je
termine en souhaitant une très bonne conférence à mon collègue et ami Abdelrazak Elbeni et à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Hassan. Est-ce que vous m'entendez? Avant de vous donner la main pour l'affichage de votre présentation, je voudrais juste faire un petit rappel à nos chers participants pour ce qui concerne les questions. Donc, il y aurait une option lever la main pour ceux qui utilisent l'application en français et raise hand pour ceux qui utilisent l'application en anglais. Donc, j'activerai dès la fin du talk de notre cher professeur Abdelrazak Elbeni. Sinon, pour la partie attestation de participation, donc, vers la fin de la présentation, je vais partager avec vous une option chat, le lien vers le quiz qui a été préparé soigneusement par notre cher professeur Abdelrazak Elbeni. Comme vous le savez, à l'instar des 11 dernières conférences, donc vous aurez à passer à ce petit quiz et ceux qui obtiendront un score de 3 sur 5 auront une sensation de participation. Je vous remercie, chers participants, et je vous passerai la main tout de suite, cher professeur Abdelrazak. Voilà, à vous la main, Abdelrazak. Alors, je me mets en diaporama, là? Oui, vous partagez d'abord, et puis vous mettez en diaporama. Partager. Je me mets. Et vous me dites si tout va bien. Oui, parfait. Parfait. Eh bien, écoutez, merci infiniment. Merci, Si Hassan. Merci, Si Youssef. Merci à tous les participants de me donner cette opportunité de venir partager avec vous cette histoire. Bon, pour certains, vous en connaissez peut-être une partie, pour d'autres, peut-être pas. L'exercice, c'est un exercice qu'on va exercer, que je vais exercer. J'ai eu un petit exercice il n'y a pas longtemps, mais celui-ci, en faisant une présentation numérique virtuelle, est un exercice qui est différent. J'allais dire différent, mais en même temps stimulant parce que on sait qu'on est écouté par pas mal de monde et l'objectif derrière, c'est créer de l'émulation avec des questions scientifiques, un échange tout à fait, j'allais dire, cordial entre nous. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une histoire qui est à la fois une histoire scientifique, mais en même temps une histoire humaine qui a démarré tout à fait par hasard. Hein. Elle a démarré en 2008 sur un simple coup de fil de l'ambassade de France au Gabon, qui m'a contacté ici, moi, à l'université de Poitiers, pour aller travailler au Gabon en accompagnement des travaux de bureau de géologie, comme on appelle le BRGM, que vous connaissez bien, le bureau de recherche géologique et minière. Et donc, en fait, on n'est absolument pas préparé à ce genre de choses, mais en même temps, on se dit, bah, c'est une opportunité, on ne peut pas la refuser. Et puis, bon, on pose quelques questions à l'ambassade de France. La première, c'est que qu'est-ce qu'on doit faire et sur quel type de terrain? Alors, on vous annonce des terrains de 2 milliards d'années, 2 milliards 100 millions. Vous dites tout de suite, vous dites que ce sont des terrains qui sont transformés, métamorphisés, et donc il n'y a aucune possibilité de faire quelque chose, surtout que moi, ce qui m'intéresse, c'est les paléo-environnements, c'est le sédimentaire, c'est les paléoconditions. Ils m'ont dit non, non, tu te trompes. Donc, je suis arrivé avec des idées pré-reçues. Hein. Ils m'ont dit non, non, tu te trompes, tu verras, c'est très bien conservé. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la question que j'ai posée, mais pourquoi moi? Alors, la réponse était assez incroyable. C'est que l'université de Poitiers est très ouverte sur les collaborations internationales. Donc, les collaborations internationales, ça nous ouvre en fait des voies et des chantiers, des possibilités de collaborer avec d'autres pays. Donc, Poitiers avait cette particularité, elle l'a toujours, cette particularité-là. Et comme on a des relations privilégiées avec le Gabon, bah, donc, ils ont cherché quelqu'un qui travaille sur le sédimentaire et en même temps avec une université française qui développe des collaborations avec le Gabon. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et en même temps, ils nous ouvrent une bourse de thèse. Alors là, c'était la cerise sur le gâteau parce que, par le temps qui court, très difficile de trouver une bourse de thèse. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et donc, on a commencé le travail en 2008. Donc, l'histoire commence à dater. Maintenant, on est plus de 10 ans qu'on travaille là-bas. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous la raconter, cette histoire, d'une manière à ce que ça soit compris par le maximum. Si j'ai bien compris, vous avez un public diversifié avec différentes compétences, différentes connaissances. Donc, l'objectif, c'est que le message puisse passer
sur un maximum de public. Voilà. Donc, je vais commencer par ce petit schéma hein, qui est très simple et qui illustre un petit peu l'histoire de la Terre, hein, en tout cas au moins l'histoire de la Terre et l'histoire de la vie depuis le départ, depuis le démarrage. Alors, je l'écris d'une manière humoristique en disant la petite histoire de la planète Terre. La petite histoire, c'est une petite histoire de 4,6 milliards d'années de la planète Terre sous les pieds de Darwin. Alors, je le précise, sous les pieds de Darwin ne veut pas dire que je suis intéressé par les pieds de Darwin. Ça pourrait être très intéressant de regarder les pieds de Darwin. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé sur tout l'intervalle de temps que Darwin n'a pas pu voir hein, dans sa vie, parce que bon, tout le monde sait que la théorie de Darwin, je ne vais pas vous la raconter, tout le monde sait comment elle a été établie, mais elle a été établie sur un intervalle de temps qui est autour de 520-530 millions d'années, allez, on va dire depuis le Cambrien, pour être précis, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, notre histoire, ou l'histoire du vivant, ou l'histoire de la Terre, ne se limite pas à 520 millions d'années. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ce qui a été dit est faux, loin de là. Je suis en train de dire juste pour qu'on puisse avoir une idée un peu plus générale, un peu plus complète, si on peut dire ça comme ça, si on peut se permettre de dire ça comme ça, ben, il faut qu'on aille voir ce qui s'est passé avant. Et donc, on a eu cette opportunité-là d'aller travailler sur des terrains de cet âge-là. Donc, du coup, si vous regardez le démarrage, c'est-à-dire la formation de notre planète Terre autour de 4,6 milliards, entre 4,6 milliards et 4 milliards, on est sur la période qui est appelée AD1. La Terre n'était pas très favorable pour le vivant. Hein. Elle était en train de se mettre en place, beaucoup de volcanisme, beaucoup de magmatisme, des températures hyper élevées. Donc, il n'y a absolument pas possibilité d'espérer avoir une forme de vie, quelle que soit sa nature. Et puis, ben, on n'avait pas la formation de l'eau, pas encore d'océan. Et donc, c'est quelque chose qui va arriver un peu plus tard, vers 3,8 milliards, à partir de 3,8 milliards, vers 3,8 milliards, 3,5 milliards, dans cet intervalle de temps, on va voir apparaître les océans. Donc, on commence à voir des océans se mettre en place. Et ce qui accompagne ces océans-là, ben, c'est le développement des premières bactéries qui ont été découvertes. Pour certains, c'est 3,8 milliards. Pour d'autres, ils ont trouvé des restes à 3,5 milliards. On en parlera tout à l'heure. Et alors, il y a un événement majeur qui va se passer pour notre planète et qui est très, très crucial. C'est quelque chose qui va se produire autour de 2,4 milliards, 2,5 milliards. C'est cette période-là où la Terre, ça s'appelle la glaciation huronienne. Pourquoi huronienne? Parce que ça a été découvert dans un lac entre le Canada et les États-Unis, ça s'appelle le lac Huron. Ils ont trouvé des traces de glaciation qui a eu lieu 2,4 milliards, 2,5 milliards. Et la Terre, puisque c'est quelque chose qui a été découvert un tout petit peu à l'échelle du globe, donc on considère que c'est une glaciation qui était globale, c'est-à-dire à l'échelle de la planète. Alors c'est important parce que quand la Terre va sortir de cette glaciation, elle va entrer dans une phase différente, c'est-à-dire déglaciation, fente des glaces. Et quand il va y avoir cette fente des glaces, on va rentrer dans des températures, entre guillemets, j'allais dire tempérées. Et cette fente de glace est accompagnée par une altération, une érosion et un départ d'un maximum d'éléments nutritifs depuis le continent vers le bassin. Voilà. Et donc cet apport d'éléments nutritifs va être important, mais pas seulement. Il va y avoir un autre événement qui est majeur à cette époque-là, on va sortir de cette glaciation, c'est l'oxygène qui va monter d'une manière significative, on en parlera tout à l'heure. Alors, cette montée d'oxygène significative, cet apport d'éléments nutritifs, là, on a mis en place deux choses, deux paramètres hyper importants pour le vivant. Et c'est là qui va nous amener, c'est cette histoire gabonaise qu'on parlera, qu'on développera un peu plus tard. Mais alors, je n'ai pas eu la place, et je l'ai pas, pour des raisons de commodité, je ne l'ai pas dessiné, mais cette histoire de terre boule de neige, de glaciation globale, va se reproduire à l'échelle du globe aux alentours de 900 millions d'années. C'est quand même incroyable. Mais entre les deux, il va y avoir une période, c'est-à-dire entre 2 milliards, 2 milliards 100 et 900 millions d'années, il va y avoir pratiquement 1 milliard que les anglo-saxons appellent boring billion. Boring, ça veut dire ennuyeux. Voilà. Alors pourquoi ennuyeux? On en parlera tout à l'heure. Mais donc, quand la deuxième glaciation arrive, fonte de glace, montée d'oxygène significative, apport d'éléments nutritifs, et on va voir apparaître pour la deuxième fois, parce que c'est un scénario qui se répète, la faune des Diacara. Et Diacara, c'est les montagnes des Diacara en Australie, où il y a la découverte de ces macrofossiles métazoaires primitifs, si on veut dire ça comme ça, aux alentours entre 600 et 542 millions d'années. Alors, toute la partie cambrienne, je ne vais pas la développer aujourd'hui parce que ça rentre dans le Phanérozoïque
Et là, c'est quelque chose qui a été déjà traité et beaucoup traité, et Darwin l'a traité, bien entendu, dans sa théorie, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en dessous des pieds de Darwin. Alors, les diapositives sont en anglais, bien entendu, mais si Youssef m'a expliqué qu'on a un public aujourd'hui diversifié, mais bon, la présentation, elle est en français et les diapos sont en anglais, donc du coup, tout le monde trouvera, j'espère, son compte. Alors, quelques évidences, quelques idées importantes qu'on devrait absolument intégrer dans ce schéma-là. La première, c'est que la vie macroscopique dans le paléoprotérozoïque, c'est-à-dire aux alentours de 2 milliards 2 milliards 3, c'est quelque chose qui a été tout le temps controversé, discuté, débattu, etc. Et la seule chose qui était évidente jusqu'à il y a 10 ans, c'était des fossiles qui ressemblent à on va dire des algues, un petit peu d'une forme un petit peu sinueuse comme ça. Ils portent un nom, Grippania spiralis. Alors, je vais vous le montrer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ça ressemble à une spirale comme ça, avec soit une empreinte carbonée. La seule chose qui existait, qui était connue, c'était ça. Et puis c'est tout. Donc tout était basé sur les diacariens jusqu'à aujourd'hui, et absolument rien avant. Je vous laisse imaginer la difficulté. En plus de ça, les évidences morphologiques, taxonomiques, biodiversification et tout cela vont apparaître, enfin entre guillemets, vont se mettre en place au néoprotérozoïque, donc dans les diacariens. Donc entre le départ et les diacariens, on peut considérer que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait rien qui a été intégré dans le schéma évolutif ou dans l'histoire du vivant. Absolument rien. Donc, encore une fois de plus, la difficulté, elle est majeure. Après, il y a ce fameux événement, qui s'appelle le Great Oxidation Event, l'événement Occident global. Cet événement-là, il a été décrit, il est consensuel, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et cet événement-là, il va prendre place aux alentours de 2 milliards 2 milliards 3. Il va prendre son apogée, le maximum d'oxygène dans l'atmosphère, autour de 2 milliards. Vous allez voir que cet oxygène va jouer un rôle hyper important et que son histoire, ce n'est pas l'enfleuve tranquille, ça monte, ça descend, etc. Mais en tout cas, pour la période qui nous intéresse, on va atteindre un niveau hyper important d'oxygène dans l'atmosphère et dans l'hydrosphère, c'est-à-dire dans les océans. Alors, on peut imaginer que cela pourrait avoir un impact sur l'écosystème. Alors, un autre point capital et important dans notre histoire, c'est que la plupart des bassins sédimentaires de cet âge-là dans le monde, ils ont vécu une expérience thermique métamorphique qui a fait que les roches sont transformées. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est la géologie de chaque bassin. Alors, l'avantage du bassin de Franceville dans lequel on travaille, c'est qu'il n'y a pas de métamorphisme qui a été décrit. Et on n'est pas les seuls à le dire. Beaucoup d'auteurs et de collègues, notamment les collègues strasbourgeois qui ont travaillé sur ce bassin, l'ont montré, il n'y a absolument pas de métamorphisme dans le bassin. En plus, si on regarde, je vous montrerai bien entendu, si on regarde les roches et on est en face des affleurements, très sincèrement, si on ne vous dit pas que ce sont des roches de 2 milliards d'années, vous ne le saurez pas. Vous dites que je suis devant le Jurassique ou devant le Crétacé, ou de moi qui a passé une partie de ma vie à travailler sur le Jurassique, Crétacé, aussi du primaire d'une manière paléozoïque, d'une manière générale, on peut penser qu'on est sur des roches relativement récentes, ce qui n'est absolument pas le cas, bien entendu. Alors maintenant, on va entrer doucement dans le vif du sujet. Le Gabon, c'est juste, tout le monde sait où ça se trouve, c'est la marge ouest africaine. L'Équateur passe par là, donc passe par le Gabon. Si on regarde la carte géologique, elle est multicolore, hein, vous avez tout type de bassin. Donc on arrive à Libreville et puis le bassin qui nous intéresse, il est à Franceville. Et on prend à peu près, on va dire, soit 1h30 d'avion, soit un jour de train ou 2 jours de voiture. Donc nous avons décidé de prendre le moyen de transport le plus commode, le plus rapide, à savoir l'avion. Et en 1 heure et quart, on est ici. Donc voilà, la partie qui nous intéresse, il est situé ici dans le bassin de Franceville. C'est un grand bassin, hein, on est sur à peu près 35 000 km² avec une orientation nord-ouest-sud-est. Et donc on a un âge déterminé autour de 2 milliards 100. Si je reprends la carte géologique et je la schématise telle que vous la voyez sur la partie gauche du diaporama, vous verrez qu'il y a des points rouges qui correspondent à des forages. Bien sûr, il y a aussi quelques affleurements, et ça, on en parlera tout à l'heure. Et puis, la petite étoile bleue ici, elle est à peu près à 10 km de la ville de Franceville qui est ici. Hein.
Franceville est là. Et donc, ici, vous avez la carrière, qui est une carrière d'exploitation. C'est une carrière d'exploitation de matériaux de construction qui était ouverte depuis au moins 25 ans quand on est arrivé. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est une carrière. Comme tout géologue, on est en phase d'une carrière. La première chose, l'envie qu'on a, c'est d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que toujours, une carrière, c'est en exploitation, donc c'est frais, c'est propre. Donc, voilà. Et donc, c'est une carrière, c'est dans cette carrière-là où il y a eu ces découvertes. Sur la partie droite du diaporama, vous avez la colonne stratigraphique avec toutes les séquences. Alors, j'ai enlevé toute la partie inférieure qui correspond aux 1000 mètres d'en dessous et qu'on appelle le francevillien A, puisque le francevillien a été subdivisé en sub-unités lithostratigraphiques. Hein. Donc, on a le A, B, C, D, E. Voilà, le E, on ne l'a pas nous, donc on s'est arrêté à D. Et donc, c'est simple, c'est basé sur les faciès, tout simplement. Et ça, ce n'est pas difficile, on sait faire. Donc, on a pu distinguer différents types de faciès. La partie inférieure que j'ai éliminée, elle est d'abord continentale et elle va passer vers le deltaïque jusqu'au marin à partir de la fin du FA. Le FA, elle est ici, la fin, elle est là. Et du FA jusqu'au FD, on a à peu près quelque chose comme 600 mètres au total. Et la partie avec des alternances de faciès qui sont d'abord dolomitiques, parfois gréseux, parfois black shales avec beaucoup d'argile riche en matière organique. Et la partie dans laquelle les fossiles ont été découverts, c'est cette partie-là, qui est cette partie FB2. Et donc, les fossiles sont la partie FB2B. Pour être précis, on est quelque part par là. Mais nous, on a vraiment détaillé cette partie-là. On a travaillé sur l'ensemble, bien sûr, grâce au forage, mais on a détaillé cette partie-là. Sur la partie droite en jaune, vous avez les datations. Donc, c'est un bassin minier, il faut le savoir. C'est un bassin dans lequel il y a toujours du manganèse. Le Gabon est parmi les grands producteurs au monde. Il y a eu de l'uranium. Donc, ça a suscité, et puis d'autres raisons que je développerai après, beaucoup d'occasions pour dater. Donc, on est autour de 2 milliards 100 millions d'années. Juste ici en haut, on est autour de 2,083 plus ou moins 6 millions d'années. C'est un âge qui a été déterminé par plusieurs laboratoires. Il fait consensus, il n'y a aucun problème. Donc, le Gabon est un pays équatorial aussi. C'est un pays où il pleut beaucoup. Hein. Donc, on est sur la partie Franceville, le bassin de Franceville, c'est de la savane et de la forêt-galerie, ce qui ne facilite pas la vie du géologue. Hein. Donc, nous, on court derrière les affleurements. Donc, les conditions de travail, parfois, on peut traverser ce qu'on appelle les marigots. Donc, il y a de l'eau partout. Il faut prendre des petites barques comme ça pour aller d'un côté à l'autre. On est à la recherche d'affleurements. Donc, parfois, on travaille dans des conditions de ce type-là. Voilà. Maintenant, pourquoi on va s'intéresser à ce bassin? Alors, les raisons sont multiples. D'abord, le bassin de Franceville, il est situé dans l'intervalle de temps autour de 2 milliards, 2 milliards 100, que les anglo-saxons appellent Middle Age of Earth, la Terre moyenâgeuse. Pourquoi moyenâgeuse? Parce qu'entre 4 milliards 6 et aujourd'hui, allez, on va dire autour de 2 milliards 100, on est au milieu, on est quelque part au milieu, au centre. Ce bassin montre des roches les meilleures, les mieux conservées au monde. C'est ce que je dis à chaque fois. Le mérite de ce bassin ne revient pas aux gens. Il revient au fait que les roches sont très bien conservées et sans aucun métamorphisme. C'est une période cruciale pour l'oxygène. C'est là où on va avoir une montée d'oxygène très significative. La première et la plus importante de l'histoire de la Terre. C'est un bassin qui est très riche en manganèse. Le Gabon est le deuxième ou troisième producteur au monde. Et puis, c'est un bassin, là aussi, c'est une curiosité, une énigme scientifique, c'est l'existence de 16 réacteurs nucléaires naturels. Malheureusement, il n'en reste plus que 1 parce que 15 autres ont été exploités. Et ce 1 qui reste, on s'est battu pour le conserver. Aujourd'hui, il est conservé, il est classé patrimoine national et on espère un jour le mettre en patrimoine mondial pour l'humanité. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est unique au monde également. Donc voilà, j'ouvre juste une petite parenthèse. Certes, ce n'est pas l'objectif, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est vraiment exceptionnel. Ce qu'on appelle les réacteurs nucléaires naturels, c'est quoi? C'est juste la circulation, je dis juste, mais c'est plus compliqué que ça. Ce que vous voyez ici, grâce aux travaux des Strasbourgeois, c'est que l'uranium, comme tout le monde le sait, c'est un élément qui a la particularité d'être mobile quand le milieu est oxydant, et il est immobile quand le milieu est réducteur, donc il ne bouge pas. Quand le milieu est réducteur, il n'y a pas d'oxygène, il ne bouge pas. Donc nous, on va l'utiliser, nous géologues, comme étant un marqueur d'oxygénation. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est le socle archien. Ce qui est au-dessus, c'est le francevillien, A, B, C, etc. Alors, sur la droite, vous avez une partie du francevillien silto-gréseux. Sur la gauche en bleu, vous avez la partie du francevillien plutôt argileuse. Et ce que vous voyez là, ce sont des failles. Donc, les fluides, puisque l'oxygène était a priori suffisamment abondant à l'époque, donc le
l'uranium a pu bouger grâce au fluide diagénétique à travers les roches. Et comme il y a des failles qui vont mettre en contact le FB, ce qu'on appelle le Franz-William B, qui est plutôt argileux, riche en matière organique, très fin, peu de perméabilité, peu de porosité, du coup, le milieu à la frontière, à la limite entre ces dépôts gréseux et ces dépôts argileux devient réducteur, et boum, et minéralise, et donc on a des dépôts d'uranium. Jusque-là, tout va bien, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ce qui va se passer par la suite est beaucoup plus exceptionnel parce que cet uranium-là qui était enrichi au départ, il va se déclencher grâce à des opérations physico-chimiques que je ne maîtrise absolument pas parce que ce n'est pas mon métier, mais ce que je peux vous raconter grâce aux collègues strasbourgeois, ils ont pu montrer que grâce à des interactions entre la circulation de fluide, la matière organique, la présence d'oxygène, l'absence d'oxygène de l'autre côté, les réactions de fission se sont déclenchées et les réacteurs, l'accumulation d'uranium au Gabon s'est déclenchée comme une pile nucléaire. Aujourd'hui, une pile nucléaire dans un réacteur nucléaire, il y a des ingénieurs derrière qui tournent des boutons pour que l'uranium puisse passer en se désintégrant, libère la chaleur, et c'est de cette chaleur-là qu'on va produire de l'électricité. C'est comme ça que ça se passe dans les réacteurs nucléaires, les centrales nucléaires qu'on a en France ou ailleurs. Sauf que là, cette réaction, il y a 2 milliards d'années, il n'y avait pas d'ingénieurs, on est bien d'accord. Donc cette réaction est tout à fait naturelle. C'est la raison pour laquelle on les appelle des réacteurs nucléaires naturels. Et c'est formidable. Et ça a été daté d'1,970 milliard d'années. Donc maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Qu'on ait quelques notions sur d'abord ce que c'est la multicellularité, parce que les gens se trompent toujours, on fait des confusions par rapport à la définition de la multicellularité. Alors c'est quoi la multicellularité, hein? Si on prend juste quelques aspects majeurs, c'est l'individualité, l'organisme est individualisé, mais peut être colonial, vivre avec d'autres. C'est un organisme qui montre une croissance coordonnée, une taille plus ou moins importante, une diversité, et on sait dans les livres que c'est 600 millions d'années. Voilà ce que nous avons comme background, comme notion de base, quand on est parti dans le bassin de Franceville, et c'était en aucun cas pour aller chercher des formes de vie, quoi que ce soit. Donc on était parti pour chercher tout simplement reconstruire les conditions paléo-environnementales de l'époque. Voilà la définition, et qui va vous dire que à cette époque-là, on pourrait espérer trouver quoi que ce soit. 600 millions d'années, voilà ce qu'on savait. Donc sur ce petit schéma ludique, vous avez une idée sur l'histoire de la vie sur Terre. Donc en fait, ici, c'est le démarrage, on est autour de 4 milliards 5, 4 milliards 6. Les premières traces de vie sont autour de 3 milliards 5, 3 milliards 8, en fonction des papiers, des découvertes. Entre les deux, vous voyez c'est du vide. Donc, vous voyez, l'histoire gabonaise n'est pas encore… voilà, donc ça, c'est l'état de l'art. Hein, voilà, on est parti avec ça comme information. Autour de 1,5 milliard, 1,6 milliard, vous avez les fameux Grippania spiralis que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, l'émergence, l'explosion de la vie multicellulaire, elle est autour de 600, 550 millions d'années dans ces zones-là. C'est la faune, la fameuse faune de Diacara australienne. Et c'est tout. Voilà ce qu'on savait. Rien d'autre. Alors maintenant, ce qu'on va voir, on va passer en revue tout ce que je viens de vous montrer. Et donc, on va les passer, on va voir à quoi ça ressemble. Vers les 3,5 milliards, ce que vous voyez ici, la petite étoile jaune va suivre cette échelle chronostratigraphique. Hein, et vous allez voir ici, au milieu, donc les formes du vivant qui ont été découvertes. Donc, on va commencer par les plus célèbres, connus depuis longtemps. Ce sont les filaments bactériens. Regardez l'échelle. Ici, on est à 10 microns, donc c'est très petit. Et donc, ça a été découvert par une équipe américaine, Schopf, 2006. Il en a publié beaucoup. Les voiles bactériens, enfin les filaments bactériens en tout cas, ils existent depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui dure, il n'y a aucun souci. Donc on est autour de 3,5 milliards. Maintenant, on va rajeunir un petit peu les choses. On va aller vers 3,2 milliards. Une équipe belge de Liège, on peut découvrir en Afrique du Sud, dans le bassin de Barberton, ces fameuses cellules carbonées. Ça, c'est du carbone. Et vous voyez, la taille, c'est quand même énorme. 50 microns, on est d'accord, c'est microscopique. Mais si vous regardez, on est autour de presque 200, 250 microns, ce qui est beaucoup. Et donc, la question qui a été posée, mais de quoi il s'agit? Donc, on en voit là, on voit ici. Donc, ça ressemble à des acritarches. Mais les auteurs n'ont jamais osé utiliser le terme acritarche. Alors, pour ceux qui ne sont pas géologues parmi le public, je ne veux pas vous compliquer la vie avec ce terme-là, mais les géologues le savent. Ça peut être des cellules reproductrices, ça peut être c'est interprété comme des algues. Pour certains, c'est des cyanobactéries, donc c'est débattu. Donc, les auteurs, ils disent que ce sont des cyanobactéries de très grande taille. C'est intéressant, parce qu'on n'a jamais trouvé des choses équivalentes à 3,2 milliards de cette nature-là. Donc, le fameux Grippania spiralis, qui était la vedette du protérozoïque, en tout cas au moins du paléoprotérozoïque, donc vous le voyez ici, c'est le Grippania spiralis. Hein.
c'est carboné, débattu, hein, pareil, pour certains c'est des algues, pour d'autres c'est des bactéries. Comme toujours dans le protérozoïque, quand on parle du vivant, c'est très débattu, mais c'est de grande taille. Mais par contre, il n'y a pas de diversité, ça ressemble toujours à ce que vous voyez sur l'écran. Maintenant, on va voir ce qui a été trouvé dans le mésoprotérozoïque vers 1,6 milliard grâce aux travaux de recherche d'un collègue et ami suédois. Ce que vous voyez ici, c'est des tubes qui font à peu près 1 millimètre. Hein. La hauteur du tube c'est 1 millimètre. Et l'image 3D que vous voyez ici sont des images qui sont obtenues par la technique de synchrotron. Alors, la technique synchrotron, c'est une technique d'imagerie très sophistiquée qui vous permet de visualiser les objets en 3D. Alors, je simplifie, bien entendu, on peut en faire beaucoup de choses aussi. On peut analyser des éléments, on peut faire de la fluorescence X. Mais lui, dans ce cas de figure-là, il a utilisé pour voir la 3D. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des trucs magnifiques. Il voit des tubes, comme on peut le voir ici, composés de phosphate d'ailleurs. Hein. C'est phosphaté. Et voilà, avec des cloisons. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est. Il pose la question. Ça pourrait être des cyanobactéries, ça peut être des algues, ça peut être des champignons. Il ne sait pas trop. Il laisse la question ouverte parce que quand on ne sait pas, on a le droit de dire on ne sait pas et on laisse la question ouverte. 1,2 milliard. Ce que vous voyez ici, c'était les travaux d'un collègue de Cambridge University en Angleterre, Butterfield, Nicolas Butterfield. Donc, ce qu'il voit ici, il l'interprète comme étant des algues rouges. Alors, rouge, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, pour lui, c'est des algues. Et quand on voit sur la partie gauche du diaporama, on voit des divisions qui correspondent à probablement des divisions bactériennes. C'est de très petite taille. Et donc, ça pourrait être soit des algues, soit des bactéries. La question reste ouverte. 850 millions d'années au Canada, dans la Bitter Spring Formation, on trouve ces filaments-là. Donc, les filaments bactériens, de toute façon, ça continue. Hein. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Mais en tout cas, vers 850 millions d'années, voilà ce qu'on avait comme forme de vie, et rien d'autre. Et voilà. Et quand on arrive vers les 600 millions d'années, on a l'explosion de la vie multicellulaire, complexe, au moins métazoaire primitif ou métazoaire tout court. Et donc, on arrive à trouver, ce qui a été trouvé il y a presque plus d'un siècle, la faune d'Ediacara en Australie. Et donc, à partir de ce moment-là, on met le curseur aux alentours de zéro parce que pour certains, le curseur, le démarrage, il est carrément dans le Cambrien. Et du coup, sur le reste, les 3,5 milliards ou les 4 milliards d'années, il n'y avait pas de regard sur cette période-là. D'où l'intérêt de ce qu'on est en train de regarder ensemble aujourd'hui. Alors maintenant, on va voir ce que, donc vous avez vu, dans ce qu'on avait comme connaissance, état de l'art de nos connaissances concernant l'histoire du vivant, rien autour de 2 milliards, on n'a absolument rien. Donc on va voir ce que les roches gabonaises vont nous apporter comme information. Et donc du coup, sur le terrain, comme tout géologue qui se respecte, on est dans cette fameuse carrière qui est aujourd'hui protégée, heureusement, et merci au gouvernement gabonais, et merci aux parcs nationaux. Et donc, vous voyez, quand on arrive dans un pays plus beaucoup, vous avez beaucoup d'altérations, donc il faut nettoyer. Et donc, tout le monde met la main à la pâte et on commence par des outils très sophistiqués, hein, des balais, des râteaux, des pioches. Et donc voilà, il faut commencer par ça et tout le monde met la main à la pâte. Hein. Voilà. Donc, ça prend beaucoup de temps. L'objectif, c'est d'arriver à sortir les couches comme on les voit ici, c'est-à-dire propres. Vous voyez nos seaux, hein, donc voilà, on est comme tout le monde. Et donc, voilà, on perd beaucoup d'eau, on transpire terriblement. La preuve, regardez mon postdoc, hein, c'est un étudiant, postdoc avec moi aujourd'hui, originaire du Nigeria. Et ici, on voit le technicien, il en a marre. Donc, voilà, il se repose, mais pas pour longtemps parce qu'il y avait du boulot à faire. Mais regardez derrière, on est parti de beaucoup de déblais et ça devient propre. Ça devient tellement propre que, regardez le résultat. Le résultat, on est à 90% d'humidité, donc on arrive à ça. Pas grave, c'est pour la bonne cause. La preuve, c'est qu'on a en face de nous un affleurement très propre. Et vous voyez, là aussi, on utilise du matériel high-tech, c'est-à-dire un balai pour rendre l'affleurement propre. Mais tous les géologues connaissent ça. L'objectif, grâce à cette image drone, c'est de vous montrer avec une vue un petit peu en hauteur la partie qui nous intéresse. C'est à peu près 5 mètres. Et donc, vous voyez, c'est une conservation type Burgess Shale. Pour ceux qui sont spécialistes ou qui connaissent le terme, c'est des argilites en feuillet. Je dis bien des argilistes. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion avec les schistes. Ce ne sont pas des schistes. Le terme schiste doit être utilisé pour les roches métamorphiques. Ici, on n'a pas de roches métamorphiques. Donc, si vous faites les 5 mètres qui sont là, vous descendez en bas, vous avez des grès massifs. Dans ces grès massifs, les conditions de conservation d'organismes mouilles gélatineuses, ce qui va être le cas ici, sont presque égales à zéro. Mais par contre, on va trouver autre chose là en bas. Donc, la partie qui va livrer les macrofossiles, c'est cette partie-là. Et voilà la carrière. Donc, vous êtes géologue, vous êtes en face d'une carrière comme celle-ci. Vous allez faire quoi? Vous allez décrire les roches. Donc, la partie inférieure, c'est essentiellement du grès massif, plus ou moins massif, avec des entrecroisés, comme on peut les voir ici. Donc, on a utilisé notre jargon de sédimentologue de base, j'allais dire. Bon,
pour essayer de reconstruire le paléoenvironnement, parce que ça, pour nous, c'est fondamental, c'est important. Et on voit des grès massifs séparés par des surfaces érosives. Vers le haut, on a des interstratifications, comme on peut le voir ici. Donc, on avait estimé un environnement entre l'estuarien et le deltaïque, qui se termine par une surface durcie, ici, qu'on appelle hard ground. C'est la surface qu'on appelle surface durcie, c'est le terme français, une surface d'arrêt de sédimentation. Et donc, pouf, quand on passe au-dessus, on change carrément de faciès et on passe dans des black sheds. Donc, la partie massive que vous avez vue ici, que vous voyez ici, elle fait à peu près 15 mètres et elle va livrer plein de voiles bactériens. Et la partie supérieure qui fait 5 mètres, et qu'on va voir par la suite, elle va être composée de ces petits paquets, de ces petits paquets qui sont là, qui font à peu près 50 cm, séparés de black shales, comme on peut le voir ici, un peu silteuses, et de niveau sableux, comme on le voit ici, avec des magnifiques structures sédimentaires. Hein. Et donc, c'est ces faciès-là qui vont livrer les fossiles, c'est ces faciès argileux finement lités. Et donc, vous voyez, vous êtes à 2,1 milliards et regardez la conservation. Ici, vous avez des Hammocki cross stratifications, ce sont des stratifications, sont des figures de tempête, au-delà du mot savant, structure Hammocki cross stratification, ce sont des figures de tempête, c'est ça qui est important. On voit bien l'oscillation. Donc, et ici, c'est pareil. Si vous voulez, derrière tout ça, c'est quoi? Pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est que grâce aux figures sédimentaires, on arrive à reconstruire les paléo-environnements, on arrive à construire l'énergie du milieu et le milieu de dépôt, c'est-à-dire le milieu de vie. Et donc, on doit procéder par une étude multiscalaire, multi-échelle, pour pouvoir déterminer l'endroit, le milieu dans lequel ils ont vécu ces spécimens. Et voilà, ici, par exemple, sur ce bloc de grès qui se trouve vers le sommet de la partie graiseuse, on a des magnifiques dépôts de tempête qui sont conservés ici. Donc, ça nous donne une idée sur la profondeur d'eau dans laquelle ils ont vécu ces spécimens. Quand on a une tempête, ça veut dire qu'on n'est pas très profond, pour faire simple. Et alors, toujours dans le registre de la très belle conservation, vous avez ici des slumps, des petits slumps, comme on peut le voir, regardez le marteau comme échelle. Quand vous avez un slump comme celui-ci, ça veut dire qu'il y a de la pente. S'il n'y a pas de pente, il n'y a pas de slump. Clairement, ça vient renforcer l'idée que ce soit un milieu deltaïque histuarien. On est dans ces zones-là, donc quand on a ces petites structures sédimentaires, on est ravis, ça nous permet d'aller plus loin au niveau du diagnostic et de l'interprétation. Et puis, quand vous êtes en train de faire du terrain et de travailler, vous pouvez tomber sur des choses comme ça. Alors, quand on voit ça, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Regardez l'échelle. Allez, on va dire c'est l'équivalent d'une pièce d'1 euro ou de 10 dirhams pour ceux qui… Voilà. Et donc, vous voyez sur le… C'est quand même assez grand. Et vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? 5 spécimens sur une superficie qui fait à peu près 10 sur 20, allez, on va dire 20 ou 30 cm², pas plus, ou 40, pas plus. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit des organismes péritisés comme on le voit ici, et on le voit pris en champ de sandwich. Par exemple, celui-là, vous pouvez le couvrir par sa couverture. Son couvercle, il est ici. Celui-ci, son couvercle, il est là. Celui-ci, son couvercle, il est ici. Celui-ci, etc. Donc, celui-ci, c'est ici. Donc, on peut remettre le couvercle. C'est-à-dire que ces organismes sont pris en sandwich. C'est une conservation tout à fait classique. Hein, et donc, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans les environnements de type Burgess Shale. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est que ça ne ressemble pas à grand-chose de ce qu'on connaît dans le monde du vivant ou dans le monde fossile, mais ça a l'avantage d'être péritisé. Et ça, c'est formidable. La périte, pour vous, pour nous tous, géologues, voilà, c'est quoi? C'est du fer et du soufre. Très bien. Et la péritisation, c'est un processus qui est tout à fait classique dans le monde de fossiles. Vous avez des ammonites péritisées, vous avez des trilobites péritisés. Donc, la péritisation, c'est tout à fait… j'allais dire, classique comme phénomène de fossilisation quand les conditions sont réunies, bien entendu. Donc, cette question majeure qui va se poser par la suite, que les Américains nous ont posée, et les Anglo-Saxons, et ceux qui ont évalué notre travail, les amis, il faudrait nous montrer est-ce que c'est du bio? Alors, quand je dis bio, attention, ce n'est pas aller dans les magasins bio, c'est pour montrer que c'est de la biogénicité sur du vivant. Voilà le terme. Donc, ça devient un sujet chaud, hot topic, parce que vous n'êtes plus dans le néoprotérozoïque, vous n'êtes plus dans les diacariens qui est très reconnu, mais vous êtes dans une période où normalement le registre fossile, notamment en termes de macrofossiles, est vide. Donc prouvez-nous avec tous les moyens possibles imaginables, et on sera beaucoup plus exigeant avec vous qu'avec les autres pour montrer que c'est du biologique, que c'est du vivant, que c'est du fossile. Alors pour cela, il y a un premier chapitre qui est celui de la biogénicité et qui commence tout d'abord par l'évaluation de la structure morphologique 2 et 3D. Dans l'objectif d'évaluer la biodiversité, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des critères de distinction entre les différentes spécimens. Il faut savoir les distinguer. Pas seulement à l'œil nu, heureusement les techniques ont évolué, mais aussi grâce à la microtomographie.
grâce à d'autres techniques, notamment la microtomographie. J'y arrive. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici sur cette image, ce sont deux machines dont on dispose à l'Université de Poitiers. Cette première est arrivée en 2005, donc on est la première université française dans le domaine de géosciences, je le précise, dans le domaine de géosciences, la première université française a été équipée d'un tomographe, microtomographe. Celui-ci est devenu un peu plus, moins, allez, on va dire, moins performant, et on s'est équipé d'un second microtomographe qui a été fait sur mesure pour nous, grâce à une société française, et qui est beaucoup plus sophistiqué et en résolution, et du coup, celui-ci, on ne l'utilise pratiquement plus. Formidable. Donc, du coup, on va le regarder de plus près. Le voilà. Juste pour vous donner une idée, c'est une machine, si on compte tout, elle a coûté autour de 500 000 euros. Alors, quand vous voyez la machine, eh bien, regardez la porte, il est ici, et donc on va essayer de voir un petit peu à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. Donc, l'intérieur, quand vous ouvrez cette porte, vous voyez quoi? Vous voyez deux tubes, un tube à rayons X, un deuxième tube à rayons X, et ici un détecteur, et au milieu, vous avez votre objet. Alors, votre objet peut être soit un fossile, soit une roche, soit une clé de voiture, soit un portable, n'importe quoi. C'est vous êtes chez le médecin, vous êtes amené à faire un scanner, vous allez prendre des rayons X et on récupère derrière les images, les radios. Là, c'est pareil, sauf que chez le médecin, vous êtes fixe et c'est la source qui tourne. La source pour nous, c'est ça. Hein. Là, on se permet de tourner la source, de tourner, pardon, l'échantillon. Donc, la source est fixe et l'échantillon, il tourne autour de cette platine que vous voyez ici. Et pourquoi il tourne? Il tourne parce qu'il va prendre les rayons X et à chaque fois qu'il prend un rayon X, les rayons X sur un plan, et derrière, on va récupérer l'image. Donc, le scan, on scanne l'objet en 3D et on récupère 1600, 1700 clichés ici. Soit on scanne avec ce tube-là quand on veut aller vers 0,5 microns, voire peut descendre limite vers le nano, et celui-ci, si on veut rester à l'échelle microscopique, 30 microns, 40 microns, 50 microns, 10 microns aussi. Hein. Donc, ça dépend ce qu'on veut voir. Si on veut aller dans la très haute résolution, on utilise celui du bas. La moins bonne résolution, celui du haut. Et donc, l'objet, ça peut être 20 cm sur 20 cm. C'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux pour pouvoir analyser les objets. Et donc, on arrive à ces résultats. Donc, ici, sur votre gauche, vous avez le spécimen terrain et sur la droite, vous avez les données microtomographiques. Pas tout détaillé, mais je vais vous donner juste… Ici, par exemple, la tomo ressort des informations qu'on ne peut pas avoir ici. Et donc, ici, vous avez ce qu'on appelle la transparence. Donc, on voit ici ce qu'on appelle la fabrique radiale, cette espèce d'indentation. Ici, on la voit également, ici, en niveau de gris. Hein. Et quand vous mettez un plan ou un axe ici, vous avez une symétrie presque parfaite entre la droite et la gauche. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique du vivant. La symétrie, nous sommes symétriques, c'est caractéristique du vivant. Sur la droite, c'est le volume 3D coupé. Puisque c'est une méthode non invasive, elle n'est pas du tout destructive, mais numériquement, on peut couper, on peut faire ce qu'on veut. Je vous montrerai des exemples. Voilà un autre exemple, c'est le spécimen qui est ici. Le voici en transparence, le voici en niveau de gris et le voici en volume 3D. Et donc, vous voyez qu'entre l'échantillon terrain et la microtomographie, ça révèle tellement d'informations qu'on ne peut même pas soupçonner parce qu'elle est cachée. Et les rayons X, comme chez le médecin, quand on veut voir un cœur, un cerveau, foie, etc., eh bien, on voit beaucoup plus de détails, on a beaucoup plus d'informations. Donc, vous voyez un autre exemple, comme on peut le voir ici, hein, le spécimen terrain. Et regardez en microtomographie, on ressort des détails impossibles à voir, tout simplement à l'œil nu, ni au microscope. On ne peut pas avoir ça au microscope non plus. Regardez ici, c'est pareil. On a un dôme au milieu et on a une fabrique radiale autour et on peut faire ce qu'on veut. Tout simplement, on peut faire ce qu'on veut, tourner en 3D, couper. C'est vraiment une technique formidable, pas seulement pour les objets fossiles, mais aussi pour les roches. On l'a utilisé pour différents aspects. Alors, ici, je vais être obligé de sortir parce que l'animation 3D, elle ne marche pas pour vous. On a fait un test hier avec Youssef. Donc, je vais faire une petite manip. Paf, échappe. Alors là, c'est pour moi arrêter le partage. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Il faut aller partager le fichier d'animation. Alors, partager. Alors, où est-ce que je vais trouver ça là? Youssef. Donc, comme on a dit, donc il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert le fichier. Je vais aller le chercher. Bah oui, je vais. Alors, je reviens là. Ah oui, partager. Ouais. Ah oui. Où est-ce qu'il est? Alors.
Alors. Je fais partager. Le voici. Vous me dites si vous voyez ou pas. Alors, attendez. Ouais, Est-ce donc, que ouais, vous voyez? non, non, on voit la présentation. On voit seulement la Alors, présentation. est-ce que l'animation, vous la voyez, vous, maintenant? Oui, 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 on voit très bien. Ah bon? Ah, bah, c'est parfait, ça. On Allez, voit très vas-y. bien. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, c'est le spécimen. Sur la droite, c'est son empreinte. Est-ce que ça tourne en 3D? Vous le voyez? Oui, oui, on voit très bien. Eh bien, c'est parfait. Donc, ce que vous voyez là, c'est les résultats de la microtomographie. Grâce à un logiciel qu'on trouve dans le commerce, mais qui est très cher, qui s'appelle Aviso, on peut faire ce genre d'animation. Alors, ça, c'est une animation qui est tout à fait banale, hein. On voit bien les choses en transparence et ça permet quand même de sortir beaucoup, beaucoup de choses. Et on voit ce fameux dôme qui est ici. Et en plus, ce qu'on voit, c'est toute cette fabrique radiale. Donc, tout ce que vous voyez ici, la question, on est en train de couper virtuellement, bien entendu. Est-ce que cette fabrique radiale joue un rôle dans le fonctionnement du spécimen? Est-ce que ça lui permet de rester en flottaison dans l'eau? Ou alors, c'est quelque chose qui lui permet de rester tout simplement fixé sur son support, à savoir sur le fond du sédiment. Ce que vous voyez ici, c'est les coupes. Et l'objectif, c'est de suivre cette fabrique radiale. Et la question qui a été posée, est-ce qu'elle est juste limitée aux bordures ou alors elle va jusqu'à l'intérieur? Elle est juste limitée aux bordures, on le voit. Donc, on peut se permettre de changer de couleur. Ce que vous voyez ici, c'est la fausse couleur. Et donc, ça montre que la fabrique radiale est totalement et tout simplement exclusivement limitée sur le bord. Et la partie d'homme, elle est ici. Donc l'animation étant passée, je vais revenir à ma présentation. Alors, non. C'est Youssef? Youssef? Sur le diapo, il faut passer à diaporama. Il faut passer à diaporama. Ça va, vous voyez maintenant? Oui, oui, parfait, on voit très bien. Eh bien, c'est parfait. Alors, donc, ça, c'est l'animation 3D. Voilà la suite. Donc, ce que vous voyez ici, ce que je vous montrerai par la suite rapidement, c'est un petit catalogue, entre guillemets, pour vous donner une idée sur la diversité. Donc, voilà un spécimen sur le terrain, voilà, avec une partie d'homme ici, la partie fabrique radiale autour. Là, vous ne voyez pas, il n'y a pas l'échelle, mais croyez-moi que là, on est autour de 2,5, 3 cm, et là, c'est pareil. Donc, ici, vous avez la partie microtomographie de ce même spécimen. Ici, vous avez que la tomographie d'un spécimen qui montre une partie allongée, une partie lobée. Et ici, vous avez la microtomographie aussi d'un spécimen qui fait 8 cm. Pareil, il doit faire 8 cm. Et celui-ci présente cet aspect chapelet avec des petites concrétions qui sont disposées d'une manière équidistante tout le long et qui est attachée à la partie lobée qui est ici. Donc, ce que vous voyez là, c'est à peu près la même chose, hein, mais c'est d'autres spécimens parce que c'est important de montrer la diversité. Ça fait 8 cm. Et celui-ci, il est un peu plus complexe. Vous voyez l'empreinte contre empreinte, on est à 15 cm. Celui-ci ressemble, et c'est ça l'objectif, c'est de montrer qu'on a des petits, des moyens et des grands. C'est ça la diversité, en tout cas morphologique, hein, pas en termes de spécimens, mais morphologique. Celui-ci fait 18 cm. Et donc, on retrouve l'aspect chapelet qui est ici, et on retrouve la partie lobée qui est là, et tout ce monde-là est connecté, et vous êtes à 18 cm. Celui-ci est formidable dans le sens où vous avez à la fois le spécimen qui est ici, et en même temps, il est fossilisé avec son voile bactérien. Ce que vous voyez ici, c'est ce que les anglo-saxons appellent le voile de la mort. C'est quoi le voile de la mort? Quand vous avez un vivant qui est mort, hein, si on peut dire ça comme ça, vous allez voir tout de suite les bactéries qui vont venir s'en occuper. Pourquoi? Pour le biodégrader. Donc, c'est tout à fait classique, ça. Et donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est le voile bactérien qui a été fossilisé en pyrite, hein, tout ça c'est pyritisé, et donc on voit l'organisme qui est ici avec une segmentation connectée ici, sans voile bactérien. Ce que vous voyez ici, c'est un autre spécimen qui a été, c'est une technique de tomographie qui s'appelle la laminographie, c'est de la fausse 3D, on n'est pas 3D au 3D. Pourquoi? Parce que c'est rapide, mais en même temps, ça donne des détails absolument fabuleux. Et voilà si on zoome sur cette partie-là, eh bien, on va voir ça, voilà, on va voir ces détails avec sur le bord, alors je ne sais pas si vous voyez, on voit ce côté en petits cils, en petits, tout à fait autour, on les voit ici, une petite ornementation autour. On a cette partie fabrique radiale ici, donc ça montre la complexité de l'organisme. Si on continue, on va trouver des spécimens cette fois-ci qui ne sont pas péritisés et qui sont segmentés soit en 3 ou en 5. Ici, on est en 5, on a d'autres en 3. Et ce que vous voyez ici, c'est la microtomographie des formes circulaires. Ici, ce que vous voyez, c'est quelque chose qui est assez spécial et intéressant, une forme en nid d'abeille
qui est juste posé à côté, donc vous voyez empreinte contre empreinte, hein, à côté d'une forme circulaire comme celle que je viens de montrer il y a quelques temps, il y a une seconde. Alors maintenant, on va voir qu'à côté de ce monde de fossiles macroscopiques, vous avez aussi le monde des bactéries. Les bactéries sont partout. Et on va voir leur contribution, leur présence. Et on en trouve. Donc aujourd'hui, on n'a pas le temps de développer là-dessus, mais je peux vous dire que sur on a publié ces derniers temps, si vous avez le temps, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le blog. J'ai un blog et vous verrez, il y a tous les articles qui ont été publiés sur cet aspect-là. Les voiles bactériens vont jouer un rôle fondamental, capital dans l'histoire du vivant. Ils vont lui apporter à la fois les éléments nutritifs, parce que les bactéries, c'est quoi? C'est des protéines, hein, c'est du sucre. Et donc, ils ont besoin, et aussi, les bactéries, c'est un fonctionnement. Si c'est des cyanobactéries, les cyanobactéries vont faire de la photosynthèse, donc ça apporte de l'oxygène. Donc, les voiles bactériens, ils apportent de la nourriture, mais ils apportent également de l'oxygène. C'est pour ça qu'on va les trouver souvent associés avec les voiles bactériens. Ce type de voile bactérien que j'ai mentionné ici avec cette flèche jaune, on appelle en peau d'éléphant. Pourquoi en peau d'éléphant? Il suffit de regarder l'image, vous allez vous rendre compte, c'est un petit peu rugueux, un petit peu fripé. Ça s'appelle des structures en peau d'éléphant. Voilà, dans le détail, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai mon doctorant qui a terminé sa thèse il y a peu de temps là-dessus. On a fait pas mal de travaux. C'est hyper intéressant. On a travaillé sur ces voiles-là. Ils sont vraiment très riches en enseignements, mais ils existent et ils accompagnent, ils sont en symbiose avec les macrofossiles. Et donc, on les voit aussi comme ça. Vous voyez, parfois, les voiles bactériens peuvent se plisser. Voilà, ça peut former aussi des petits dômes, des petites colonies. Mais vous voyez, ça vient tapisser un niveau silteux, gréseux. Oui, ça, c'est des voiles bactériennes. À côté de ce monde macroscopique, dans le francevillien, on va trouver des microfossiles. Donc, on va trouver des acritarches. Ça ressemble beaucoup à ce qui a été trouvé en Afrique du Sud. Donc, ce sont des petites membranes organiques, hein, ces petites crêpes, qu'on peut les voir ici, hein, mais ils font à peine 50 microns. Donc ça, on l'a interprété comme étant probablement soit des acritarches, soit des cyanobactéries, mais en tout cas, ça vit dans la colonne supérieure de la tronche d'eau, et grâce à la photosynthèse, ça peut être des bons producteurs d'oxygène. Maintenant, quoi de neuf? Voilà. La question est de savoir, dans ce monde de macrofossiles que nous avons développé ou donc travaillé jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Alors, la nouveauté, vous allez la voir, et bien c'est ça. On trouve ce genre d'organisme. Ici, on a 12 cm, empreinte contre empreinte. Vous avez une bifurcation en haut à droite. Et regardez sur le bord de l'organisme pyritisé. Hein, c'est la pyrite que vous voyez ici, plus une segmentation. Le sédiment est déformé. Alors, pourquoi il va être déformé? Il va être déformé pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on fait une compaction sur quelque chose de dur, soit parce qu'il y a un mouvement. Alors, parler du mouvement il y a 2,1 milliards, c'est impensable. Impensable. Donc, il faut aussi apporter des arguments et des éléments plus que les autres. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La microtomographie, désolé de revenir là-dessus, nous montre que nous avons dans certains cas de figure des tubes pyritisés, comme on peut le voir ici, on voit le tube et on voit sa bordure. Ce que vous voyez ici, c'est le sédiment. On a une perturbation de sédiment. Donc ça, c'est l'organisme, il est là. Et on voit ici que le sédiment est perturbé autour. Donc la partie centrale, elle est cloisonnée, elle est pyritisée, et le bord, on voit le petit... petite argilite, elle est perturbée. Alors maintenant, on peut penser au mouvement, mais on ne peut pas évoquer le mouvement parce que juste on voit des critères qui ressemblent au mouvement. Ça y est, c'est du mouvement. Alors, là, vous allez, si Youssef, je vais lancer là l'animation, vous me dites si ça marche. D'accord. Ça va, ça marche? Ça marche? On voit, nous, c'est un bloc dans lequel on n'avait absolument aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, la microtomographie nous a permis de le scanner en 3D. Quand on enlève l'encaissant, la surprise, elle est en face de nous, elle est de taille. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des tubes qui traversent le bloc 3D. Ces tubes, ils doivent faire à peu près 3 mm de diamètre, jusqu'à 4 mm de diamètre. On voit des tubes qui sont horizontaux et qui traversent les couches et les lamines. On voit les 3 petits lits que vous voyez ici pyritisés, ce sont des voiles bactériens qui sont superposés d'une manière équidistance. Et là, on est en train de couper. Et en coupant, on va suivre un des tubes. Et vous voyez que ça fait des petits sauts. Ça veut dire clairement qu'on est en train de s'enfoncer vers l'intérieur de l'objet, parce que là, on est en train de couper parallèle à la lamination. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le tube qui est perpendiculaire, lui, en train de faire des montées, des descentes, des montées, des descentes. Alors, bien entendu, ce n'est pas suffisant. On a envie de voir, on voit ici des verticaux, des obliques. On a envie de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et grâce à ce travail de savoir-faire et de logiciel aussi, hein, mais il y a le savoir-faire ici, à l'Université de Poitiers, on peut aller se balader à l'intérieur pour voir ce qui s'est passé, ce qui se passe à l'intérieur du tube. Et donc, on va suivre tout en regardant autour de nous. Donc, le tube,
il a une épaisseur, une circonférence qui est tout à fait constante, et on voit très bien autour de nous les voiles bactériens et la proximité des voiles bactériens dont je parlais tout à l'heure. Donc, ils ont besoin, ces tubes-là, qui traversent des lamines, ils ont besoin, voilà, on voit un autre qui est ici, ils ont besoin de cette proximité de voiles parce que les voiles permettent d'apporter le nutriment et apporter également tout ce qui est matière à manger, donc sucre, protéines, etc., etc. Donc, en regardant cela, bien entendu, la question qui se pose, est-ce que c'est du mouvement? Alors, ce que je vous montre ici, mais ça nécessite des lunettes, ce qu'on appelle les lunettes stéréo. Si vous mettez des lunettes stéréo en face de cette image, qu'on a pu faire grâce aux résultats de Microtomo, vous allez vous balader avec vos lunettes 3D à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment joli, j'allais dire, c'est plus didactique qu'autre chose, mais en tout cas, c'était nécessaire pour montrer ce côté mouvement, et on ne peut pas évoquer le mouvement comme ça, il a fallu couper, il a fallu faire des analyses, etc., mais on n'a pas le temps de faire ça aujourd'hui. Je vais direct à l'essentiel. Ce que vous voyez ici, c'est une coupe virtuelle 3D d'un tube. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la surface du sédiment, voilà, on a la tranche du sédiment, et vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Oh, pardon, ça monte, ça descend, et ici, on voit bien que ça pique vers le haut. Donc, on a quelque chose qui est tubulaire, on a quelque chose qui traverse les lamines, il suffit de regarder, voilà une ici, et vous voyez que ça traverse les lamines. Donc là, et le mat bactérien, le voile bactérien qui est ici. Donc là, c'est très difficile de penser à autre chose, en tout cas d'imaginer autre chose que le mouvement. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est un autre spécimen. Donc, je ne referai pas la manip de tout à l'heure parce qu'elle est un peu complexe, mais ce que vous voyez ici, c'est le tube péritisé. Et regardez la couche argileux-silteuse, et vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc, on est vraiment dans une histoire de déplacement, tout simplement, de mouvement. Sauf que pour prouver que c'est du mouvement, à 2,1 milliards, ce n'est pas évident, parce que le mouvement, comme pour le reste, il a été fixé dans les diacariens et pas avant. Je dirais même les diacariens cambriens, mais pas avant. Or, quand on voit, par exemple, sur cette plaque qui est immense, on est ici autour de 23 cm, vous êtes en empreinte contre empreinte, et vous avez des tubes qui sont là, qui vont faire des trucs en tresse et qui traversent les lamines. Alors, je passe parce que, si Youssef, est-ce que vous pouvez me dire au niveau timing où on en est? Il en reste 5 minutes. Combien? Pardon, je n'ai pas entendu. 5 minutes encore? Très bien. Bon, alors on va avancer, on n'aura pas le temps de regarder ces animations-là. Donc, en fait, la question, qui est responsable de ce mouvement? Donc, il a fallu apporter des hypothèses. Soit ce sont des amibes. Alors, la vie des amibes est formidable. Les amibes, quand ils sont en stress, manque de nourriture ou manque d'oxygène, ils doivent former des agrégations pour n'en fabriquer qu'un seul organisme. Mais les amibes, ce sont des cellules eucaryotiques. Attention, c'est important. Et donc, ils passent de plusieurs organismes, ils vont joindre leurs efforts, ils vont faire un seul unique organisme, ils vont bouger à travers le sédiment. Sauf que les amibes ne peuvent bouger qu'en horizontal, pas en vertical. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi pas? Et donc, c'est une hypothèse. Maintenant, quand on voit tout ça, on a bien entendu la raison de se poser la question à savoir, est-ce qu'on est en train d'assister à une biodiversité? Et quand on voit tout ça, bien entendu, on est en train d'assister à la plus vieille biodiversité. Et surtout, quand on a des organismes qui sont lobés, allongés, tubulaires, circulaires, subarrondis, en chapelet, non péritisés, et aussi avec des acritarches, plus de 700 spécimens. Donc, on est en train d'assister à une biodiversité la plus ancienne jamais connue, 2,1 milliards. Alors, cette biodiversité, bien entendu, qui est liée, la biogénicité, c'est ce qu'on a abordé, mais qui est liée aux environnements, au paléenvironnement, conditions paléenvironnementales, elle ne va pas arriver comme ça. Il y a des conditions paléenvironnementales favorables à cela. Alors, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, je suis désolé, mais je vais passer un peu plus vite. Donc, l'objectif, si vous voulez, c'est de pouvoir identifier la chimie de l'océan et l'oxygène qui règne à ce moment-là dans ce bassin-là. On sait qu'à l'échelle planétaire, à l'échelle globale, on avait beaucoup d'oxygène, mais on voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là en particulier. Alors, pour cela, je vous montre la courbe d'oxygène telle qu'elle a été définie par toutes les études jusqu'à aujourd'hui. Très peu ou pas d'oxygène de 4,6 milliards jusqu'à 2,5 milliards, sortie de glaciation, montée d'oxygène. Ici, vers ce pic-là, on est à 2,1 milliards. Alors, après 2,1 milliards, il va y avoir vers 1,9 milliard une baisse d'oxygène très importante. Et on va rentrer dans le fameux boring de milliards ennuyeux, où la Terre va être plongée dans une période presque d'anoxie, jusqu'à une deuxième glaciation, montée d'oxygène. Ici, on est dans les diacariens. Donc, si vous comparez ces deux intervalles de temps-là,
on est sur deux pulses d'oxygène qui sont consécutifs à des glaciations. Ici, on a les diacariens et ici, on a le biota gabonais qu'on a appelé Gabonianta. Donc, on est sur deux scénarios qui sont répétés parce que les conditions environnementales, ils sont retrouvés plus tard et du coup, il y avait de la nourriture, il y avait de l'oxygène et puis la vie s'est développée. Donc, on a utilisé tout un tas de techniques géochimiques que je ne développerai pas. Hein, vous voyez, des isotopes de carbone, la spéciation de fer, tout un tas de techniques barbares pour ceux qui ne connaissent pas ces techniques-là, mais en tout cas, derrière, sont des techniques très efficaces pour montrer tout simplement où il y avait de l'oxygène ou pas. Alors, je ne rentre pas dans le détail, je vous montre juste ce qui est bleu montre qu'on a de l'oxygène, quand c'est vert, il n'y en a pas, quand c'est bleu, il y a de l'oxygène, quand c'est rouge, il n'y en a pas. La partie fossile dans laquelle les fossiles ont été découverts, c'est la partie bleue, donc on peut considérer, avancer que le milieu de vie de ces organismes est un milieu oxygéné. Donc là-dessus, au moins, on a répondu à une question fondamentale. Alors, la planète à cette époque-là, il faut le savoir, elle était, comment dirais-je, proche, ou en tout cas la Lune proche à 30% de notre planète, donc il pourrait y avoir une interaction assez forte avec, avec la Terre, donc des marnages, donc des coefficients de marée très importants. Hein. Donc ça, c'est les astrophysiciens qui disent ça. Ce bassin est un bassin où on a trouvé des cendres volcaniques, donc il y a des traces de volcanisme. On a présupposé que les organismes peuvent être benthiques pour la plupart. Les cubes que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est le mouvement, mais ça, ce mouvement se fait à l'interface au sédiment. Donc voilà, si on imagine d'une manière assez, j'allais dire artistique, le milieu de vie de ces organismes, ça peut correspondre à ça, avec une profondeur d'eau qui ne dépasse pas les 20 mètres. Donc là, c'est une partie chimie, mais je ne rentre pas dans le détail, juste pour vous dire que toujours pour montrer la biogénicité, on était obligé, on était amené, c'était notre devoir d'analyser cette pyrite, parce que comme vous le savez, la pyrite peut être minérale, mais elle peut être aussi organique. Quand elle est minérale, vous pouvez le savoir, quand elle est organique, vous pouvez le savoir aussi. Alors pour cela, vous utilisez une technique qui s'appelle la sonde ionique. Il y en a très peu en France, il doit y en avoir une ou deux maxi. Et donc celle-ci, elle se trouve à Lyon. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend nos organismes, on les coupe, on fait un polissage, on analyse avec un laser, je ne rentre pas dans le détail. Alors tout ce que je peux vous dire, il y a au moins 1000 points d'analyse, et ces points d'analyse montrent que la pyrite qui compose ces organismes est une pyrite organique, pas minérale. Donc voilà, un troisième argument de poids qui montre qu'on n'est pas dans de l'artefact, qu'on n'est pas dans du minéral. Donc du coup, si on prend tout cela et on le met dans un contexte, on est en train d'assister aux plus vieilles traces d'organismes en mouvement eucaryotique. On a une exceptionnelle conservation de fossiles, voilà, puisqu'on n'a pas d'autres bassins dans le monde qui est aussi mieux conservé, aussi bien conservé que le bassin de Franceville. Donc, du coup, on a la plus vieille biodiversité d'organismes multicellulaires dans un environnement, dans un écosystème très oxygéné. Il suffit de regarder les dernières publications ce mois-ci. Toutes les publications qui sortent donnent totalement raison à ce scénario. Donc, du coup, on revient à notre petit schéma ludique de tout à l'heure. Donc, le biota gabonais est ici. Et vous voyez que le curseur de l'émergence de la vie complexe a reculé de 1,4 milliard. Vous voyez la difficulté. Donc, ce n'est plus les diacariens, mais c'est plutôt vers 2 milliards, 2 milliards 100 millions d'années. Donc, la question qui se pose, et comme on disait tout à l'heure, cette émergence, ce développement, on se pose la question, c'est un petit singe d'un parc gabonais, est-ce que cette innovation biologique, comment elle a été mise en place? Pour quelles raisons? Pour cela, on revient à l'oxygène. Donc, les deux phases de montée d'oxygène vers 2 milliards et vers, allez, on va dire 600, 700 millions d'années, on les voit, ils sont là. Celle-ci, c'est plutôt le Gabon, et ici, c'est plutôt l'Australie, donc le Gabonianta, et ici, c'est les diacariens. Donc, on voit bien qu'il y a un lien assez fort entre la dynamique de l'oxygène dans l'atmosphère, pour des temps géologiques, et l'émergence de la vie sur Terre. Donc, du coup, pour faire simple, je reviens à ma petite colonne stratigraphique de tout à l'heure. Les organismes gabonais sont ici. La fin de l'oxygène dans cette série, on l'a enregistré juste ici. Donc, en fait, c'était la première crise biologique, ici, dans ce niveau-là, quand l'oxygène baisse. Et donc, on assiste à une première extinction, une crise biologique, la toute première de l'histoire de la vie, après cette baisse importante d'oxygène dans l'atmosphère. Donc, c'est un projet, juste deux mots, qui est pluridisciplinaire, ouvert à des biologistes, des chimistes, des géochimistes et des gens qui travaillent sur les minéraux. Donc, c'est un projet pluridisciplinaire de collaboration, même avec des philosophes, t'as qu'à voir. C'est hyper intéressant. C'est un projet d'équipe. Donc, si je suis en face de vous, c'est qu'il y a une équipe. Donc, vous voyez ici, l'équipe, elle est plutôt internationale. Vous voyez, elle est internationale, mais en même temps, elle est multicolore. Il suffit de voir mon copain Alain Tronçot, il est très blanc.
Et puis, c'est un projet qu'on a voulu partager avec le grand public. Donc récemment, il y a un livre qui a été publié dans les éditions Humain Science sur comment tout a commencé sur la planète Terre. La science doit être partagée avec le grand public. Toujours dans un esprit de partage avec le grand public, on a réalisé un musée virtuel. Je vous invite à aller le regarder. C'est sur mon Facebook, c'est sur mon blog. Vous pouvez le trouver sur Internet. Bref, donc il est open access. Vous pouvez aller vous balader. Et quand vous ouvrez au grand public, ben, évidemment, les médias sont très intéressés, accrochés par les origines de la vie. Tout le monde a envie de comprendre. Et donc, ils ont repris toutes les questions que nous abordons. Et ça a d'autres grandes surprises. Et ça, c'est bien aussi parce que ça permet de partager avec les gens qui n'ont rien à voir avec notre métier. Et ça, c'est formidable. La science ne doit pas être réservée, pas faire de l'entre-soi entre scientifiques. Il faut aussi partager avec le grand public. N'oublions pas qu'on est payé par le contribuable. Donc, il faut quand même que la science soit partagée avec les gens qui ne sont pas en lien direct ou indirect avec notre thématique. Donc, tout cela pour dire que c'était un plaisir d'avoir partagé tout ça avec vous. Et je tiens à vous remercier. Je suis désolé pour le retard. Merci, Si Youssef. Merci, professeur Alfani. Professeur Chicheley, je vous passerai la main pour un petit mot avant de passer à la partie questionnement. Comme ça, j'expliquerai à nos chers participants comment on va faire. Je n'ai pas compris qu'est-ce que vous avez dit. J'ai dit que je vous passe la main pour un petit mot, Chicheley. Chicheley, est-ce que vous m'entendez? Je pense que. Attendez. Chicheley? Oui. Je vous passe la main pour un petit mot avant de passer à la partie question. Je suis très content. Je remercie d'abord le groupe ForestNet pour nous avoir donné l'occasion d'assister à cette conférence. Cette conférence et je remercie beaucoup et même infiniment mon collègue et ami, c'est le professeur Abdelrazak El-Albani pour cette conférence extraordinaire qui nous a fait remonter dans le temps, surtout dans une période qui était pour nous, comme j'utilise un peu son terme, boring, qui était ennuyeuse, mais par sa conférence, elle est devenue très animée et très intéressante parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses. La première des choses, c'est que l'existence de la vie, elle a commencé depuis 2 milliards 100 millions d'années. La deuxième, c'est les fluctuations de l'oxygène. Et on a vu qu'il y a eu 2 pics d'oxygène, l'un à 2 milliards,100 et l'autre pendant la période beaucoup plus tardive ou beaucoup plus récente, si on se cale par rapport à l'échelle des temps. Et cette découverte, cette magnifique découverte, elle a même modifié l'échelle des temps géologiques. Et je pense que c'est un point très positif dans la compréhension de l'apparition de la vie sur Terre. Mon souhait, c'est qu'un jour, le professeur Abdelrazak El-Albani nous ramène des nouveautés de l'existence de la vie sur d'autres planètes, par exemple Mars ou autre. Et je serais ravi d'assister à ça. Alors, encore merci à toute l'équipe et Eid Mubarak Saïd. Merci beaucoup, Chicheley. De mon tour, je remercie le professeur Alvani pour cette excellente présentation. Là, je dirais que c'est la 3e fois que j'assisterai à vos présentations. Et assurez-vous qu'à chaque fois, on apprend plein de choses. Et je découvre à chaque fois des choses extraordinaires. Et comme a dit Chicheley, on attend toujours vos travaux qui font notre fierté en tant que Marocain et de voir un Marocain qui excelle donc, dans ce qu'il est en train de faire. Alors, pour nos amis, les participants, pour qu'on puisse leur donner aussi la main pour parler, pour exprimer, pour poser leurs questions, donc, je viens d'activer une option qui s'appelle lever la main.
Pour les gens qui utilisent l'application en anglais, c'est Raise a Hand. Donc, je vous prie de cliquer sur l'option. Et après, j'activerai votre micro pour vous présenter et poser votre question. Voilà, donc, voilà notre cher ami Abbas Jamal, qui est toujours là. Donc, donc présentez-vous. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, si Jamal, Je allez-y. suis Jamal Abbas, doctorant à l'Université d'Al-Hoceima, doctorant en sciences. Merci pour monsieur le professeur Abdelrazak Al-Albani, à vous, monsieur Youssef et monsieur El Hassan, Chellet, et pour toute l'équipe d'organisation. Merci, monsieur le professeur, sur cette excellente présentation. Ma question, c'est est-ce que ces travaux au Gabon, est-ce que ce sont les seuls travaux qui sont menés ces traces de vie à l'échelle du globe, ou bien il y a d'autres travaux sur d'autres sites ou bien d'autres vides géologiques au niveau mondial? Merci beaucoup. Je vous en prie, merci pour votre question. En fait, nous avons commencé sur l'histoire gabonaise, ça fait maintenant, allez, on va dire 12 ans, presque. On s'est dit, il faudrait qu'on aille voir ce qui se passe ailleurs dans des formations de même âge. Donc, on sait déjà dans la littérature que les formations de même âge, que ce soit au Canada ou en Australie ou ailleurs, sont des formations géologiques qui sont plutôt métamorphisées quand même. Il y a une équivalence, il y a quelque chose de relativement proche au niveau âge, mais parfois même au niveau faciès, dans la partie, ce qu'on appelle phénoscandien, c'est la partie, ils ont fait des forages dans la partie entre la Finlande et la Russie. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller voir ces forages, etc. Et c'est quand même métamorphisé. Donc, dans cet âge-là, pour le moment, j'allais dire, il y avait quand même beaucoup de travaux. Toutes les formations géologiques de cet âge-là ont subi un métamorphisme, malheureusement. Donc, du coup, ça limite un peu quand même, je ne dis pas que ça va détruire tout, mais ça limite un petit peu la probabilité de tomber sur quelque chose de mieux conservé. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le métamorphisme, il y a aussi ce qu'on appelle la taphonomie, c'est-à-dire les conditions d'un organisme après sa mort. Est-ce qu'il est dans un contexte où on va pouvoir le fossiliser ou pas? Et un contexte de fossilisation, c'est un contexte physico-chimique. Ce n'est pas un contexte juste, c'est de la physique et de la chimie qui travaillent derrière pour qu'un organisme puisse être conservé sur 2 milliards d'années, ou même sur 50 millions d'années, faut le faire. Donc, faut vraiment. Donc, ces ingrédients-là, malheureusement, comme on prend des exemples des diacariens en Australie ou on prend Burgess-Shale au Canada, c'est des conditions spécifiques qui sont localisées dans des endroits qui représentent une fenêtre, allez, j'allais dire parfois presque unique au monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Mais on s'est dit, on veut aller voir ce qui s'est passé dans les étages géologiques qui sont. On est resté toujours sous les pieds de Darwin, hein, qu'on soit clair. Hein. On n'a pas franchi, on n'a pas été au-delà. Donc, on est allé voir, par exemple, ce qui se passe en Mauritanie. La Mauritanie représente ce qu'on appelle la partie milliard ennuyeux. Alors, milliard ennuyeux, pourquoi? Parce que l'oxygène baisse. Il baisse sur 1 milliard d'années. C'est énigmatique, c'est bizarre. Donc, on a une thèse actuellement là-dessus. On a un doctorant qui bosse là-dessus. On a des résultats qui sont fabuleux. Et croyez-moi que on se rend compte effectivement que l'oxygène, effectivement, il est très, très bas dans les parties, quand on prend l'océan, en fait, l'océan, il est stratifié à l'époque. Il y a une partie oxygénée vers le haut. Toute la partie supérieure, elle est oxygénée. Je parle du milliard ennuyeux. Mais une grande partie est anoxique sans oxygène. Alors qu'avant, c'est-à-dire la partie Great Oxidation Event, quand l'oxygène était très important, il y avait beaucoup plus d'oxygène qui était réparti sur une grande partie de la colonne d'eau. Donc, on était allé voir, on est en train de travailler en Mauritanie actuellement, on est allé voir dans la partie diacarienne, donc on est allé voir sur le terrain des diacariens en Ukraine, et donc on a une thèse qui a été soutenue, une qui est en cours, on a une collection unique au monde sur ce truc-là, et on est en train de voir en fait que l'histoire du vivant est très dépendante de l'environnement, et essentiellement de l'oxygène. Et ça nous fait plaisir parce que tous les papiers qui viennent de sortir donnent raison à cette hypothèse-là. Donc voilà, on a été voir ce qui se passe sur les formations de même âge, mais malheureusement, c'est assez transformé. Mais par contre, on est monté un peu plus haut, tout en gardant le Gabon, on est monté plus haut dans la série pour comprendre ce qui se passe jusqu'à 550 millions. Merci beaucoup, Sadrzak. Donc, on va essayer parce qu'il ne reste que 15 minutes, donc on va essayer d'aller un peu plus vite, soit pour les questions ou pour les réponses. Donc, j'ai vu la main d'un ancien ami, c'est Ben Abidat,
Je ne sais pas, est-ce que c'est toujours... c'est bon, vous pouvez rétablir votre micro. Bonjour Sius, merci pour l'information concernant cette conférence. Je remercie aussi notre collègue Abdelrazak Al-Albani et bien évidemment notre professeur Saad Al-Chari. Donc moi, comme vous savez, je ne suis pas dans le domaine, mais j'ai une petite question une partie ou bien une grande partie de cette question, ou bien les réponses ont été déjà données parce qu'elle est en relation avec la question qui a été posée par mon collègue Sijamal. La question, est-ce qu'il y a des études qui sont similaires dans le Maroc, notamment dans la partie sud? Parce que je viens d'entendre qu'il y a une partie de vos études ou bien de votre étude qui est réalisée en Mauritanie. Et géologiquement parlant, à ma connaissance, il n'y a pas une grande différence entre le sud du Maroc, je parle de la région, la province d'Akhla, ou d'Abi, tout ça, et la Mauritanie. Donc, il y a des études qui ont été faites là. Autre chose, s'il n'y a pas dans le Maroc, le pays qui nous intéresse le plus, est-ce qu'il n'y en a pas dans la partie ouest de la Méditerranée? Donc, c'est une question un peu vague. Et merci, c'est Abdelrazak. Merci à vous, merci. Alors, la partie ouest de la Méditerranée, je ne sais pas de quelle partie vous voulez dire. Hein. Vous voulez dire par la partie ouest de la Méditerranée? Youssef? Oui, d'accord. Le sud de la France. Oui, d'accord, ok. Je parlais de la région, c'est-à-dire la région avec laquelle on partage la même histoire géologique, la Tétis, la Mésogène. D'accord, ok, je comprends mieux. Alors, ce qu'il y a, c'est que la Mauritanie, le bassin de Taoudini, le bassin d'Attar, si vous voulez, il est posé sur les Rigibat. Les Rigibat, c'est un socle archéen qui se prolonge jusqu'au sud du Maroc, jusqu'à Dakhla, etc. Mais malheureusement, toutes ces formations-là n'affleurent pas dans cet endroit-là. On ne les a pas, ils ne sont pas au Maroc, on ne les trouve pas. Et ils sont surtout dans ce qu'on appelle le groupe d'Attar et le groupe de Meiti, c'est comme ça qu'ils appellent. Et c'est surtout en Mauritanie, mais quand on va vers la partie marocaine, le sud du Maroc, non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'affleurement décrit de cet âge-là. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, ce qui est très intéressant au Maroc, il faut être vraiment... on a commencé à bosser là-dessus, c'est la partie, j'allais dire, anti-Atlas. La partie anti-Atlas, pour moi, sur tout ce qui est précambrien, tout ce qui est protérozoïque, il y a énormément de choses à faire. Et je pense que j'ai essayé à mon petit niveau, à moi, d'apporter cette thématique chez nous, voilà, pour que le Maroc et la France puissent travailler la main dans la main pour pouvoir faire émerger cette thématique-là au Maroc. Et je pense que l'anti-Atlas mérite d'être regardé un peu plus dans le détail sur ces aspects-là, parce que les techniques ont évolué, les techniques géochimiques ont évolué, les techniques de diagnostic, observation, microtomographie, microscopie, tout ça, toutes les techniques de caractérisation ont évolué. Donc moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri que dans la partie anti-Atlas du Maroc, il y ait un potentiel, moi j'y crois, important au moins sur la partie histoire du vivant. Et pour cela, il faut qu'il y ait il y a des projets, et j'espère qu'ils vont aboutir. Il y a des thèses qui sont en cours et j'espère que ça va aboutir. J'espère. Merci beaucoup, Serge. Juste pour finir, si par rapport à sa question, parce que juste pour finir, alors du coup, dans la partie ouest méditerranéenne, etc., tout le protérozoïque est totalement métamorphisé, il n'y a absolument rien, rien du tout. Donc c'est ça le problème, si vous voulez, c'est pas parce qu'on trouve une formation géologique dans un bassin, dans un pays, qu'on va trouver la même de l'autre côté. Parfois, il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas d'extension latérale. Donc, c'est malheureusement, c'est comme ça. Hein, il y a des endroits où il y en a, il y a des endroits où il n'y en a pas. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de faire un rappel des personnes là qui vont passer. Donc, il y a Madame Lubna Fils, professeur Adieza, Madame Souad Hamida et professeur Khalid Draoui. Donc, on va aller dans cet ordre-là. Donc, laissez-vous mal lever. Donc, je prends Madame Lubna Fils. Présentez-vous, s'il vous plaît, et votre question. Bonjour, Monsieur Dafi, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour cette organisation de ce genre de conférences. Donc, je m'appelle Lubna Fils, je suis professeur-chercheur en matière d'environnement, spécialité biotechnologie microbienne bioprocédés. Alors, pour Monsieur Albani, je tiens à te féliciter vivement pour votre présentation, c'est riche. Vous l'avez parfaitement présenté.
Aussi, je vous félicite pour la qualité de votre travail, les résultats publiés aussi. Alors, je reviens pour le sujet. Donc, je trouve que c'est un sujet très important que vous avez présenté aujourd'hui. C'est un sujet multidisciplinaire, un sujet transversal. C'est très important pour la population et le comité scientifique. Et donc, tant que je suis microbiologiste de formation, je suis tout particulièrement intéressée par la partie que vous avez présentée concerne le voile microbien, d'accord, qui colonisent les acrétacées, d'accord. Donc, j'avoue, moi, que c'est la première fois que j'entends ce terme, parce que c'est pas mon domaine, des microfossiles. Et alors, ma question, c'est autour le genre de ce micro-organisme. Je me demande, est-ce que vous parlez vraiment des micro-organismes genre archéa, les archéobactéries? Parce qu'on comprend très bien que ce genre de micro-organismes arrive à pousser dans des conditions hostiles, surtout que vous avez soulevé le point que le démarrage au le début de, bien sûr, la vie sur Terre, il y avait des volcans, etc., il y a plus que 4 milliards d'années. Et donc, je comprends parfaitement que ce genre de micro-organismes arrive à pousser dans ces conditions extrêmes. D'accord? Et donc, ma question, je voudrais juste savoir, est-ce que ce genre de micro-organismes dont vous parlez, on sait très bien que les archéas, il y a les vrais, il y a les simples, etc. Est-ce que le groupe en entier ou bien juste une partie? Bah, voilà, c'est ça ma question. Alors, très bien. Allez, je vous laisse finir, je vous laisse finir. Youssef? Youssef? J'ai activé le micro de Madame Luna. Je ne sais pas, est-ce qu'il a des Vous m'entendez? Oui, oui, on vous Ça a entend. coupé. Je vous laisse finir votre question, madame. D'accord, donc juste pour les archéas, donc pour être bref, je voudrais juste savoir pour le voile bactérien, est-ce que c'est constitué juste par ces archéas ou bien il y a d'autres types de micro-organismes que vous avez quand même pu identifier? On a identifié, je vais répondre d'abord d'entrée à cette question. On a identifié, si vous voulez, par exemple, les cyanobactéries. On a identifié les cyanobactéries. Comment on a pu faire ça? Grâce à des analyses isotopiques, notamment du carbone. Les cyanobactéries, ils ont une signature isotopique de carbone qui est tout à fait caractéristique des cyanobactéries. Si vous travaillez sur les méthanotrophes, ils ont une signature isotopique de carbone qui est caractéristique du truc. Donc, si vous voulez, nous, à notre niveau à nous, on a pu identifier les voiles bactériens du point de vue morphostructure sur le terrain, avec tous les critères de biogénicité caractéristiques de ces voiles bactériens. De dire qu'il y a des archées là-dedans, moi, je ne serais pas étonné, mais on n'a pas été jusque-là parce que les archées n'ont pas de signature isotopique caractéristique. Donc, on ne peut pas les identifier. Les archées ne peuvent être identifiées que par des analyses génétiques. Et quand on travaille sur 2 milliards, la génétique, elle est loin. Hein. Donc, si vous voulez, l'avantage, si vous voulez, d'étudier ces voiles bactériens, c'est de dire, ces voiles bactériens, d'abord, ont permis à la fois de donner de la nourriture et de l'oxygène. Ils ont permis de conserver, parce que c'est comme un géotextile, ça permet de conserver les spécimens. Ça, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais ça c'est hyper important. Quant à la composition, si vous voulez, de type de bactéries qu'on a dedans, on n'a pas été au-delà de ce que je viens de vous dire. Donc, qu'il y ait des archées, moi, je ne serais pas étonné parce que les archées, ils commencent très, très tôt hein, et ils sont décrits depuis, si on prend l'arbre génétique des bactéries, depuis 3,5 milliards. Et un papier qui vient de sortir, et je suis sûr que ça va vous intéresser, qui a été fait par des microbiologistes et qui vient d'être publié il y a une semaine dans Nature Microbiology. Je peux l'envoyer à Youssef et pourra vous le transférer sans aucun problème. Et là, ils expliquent par des méthodes génétiques et par de la modélisation le positionnement des archées et d'autres bactéries dans l'arbre bactérien du vivant depuis le démarrage, depuis 3,5 milliards. Et ce papier-là, juste pour vous donner la conclusion, il dit tout simplement que entre le moment où les bactéries vont se trouver sur Terre, on va les trouver, les premières traces du vivant, quoi. Hein, je ne rentre pas dans la chimie prébiotique. Première trace du vivant, c'est des bactéries. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut à un moment ou à un autre passer du stade bactérien au stade eucaryote, c'est-à-dire celui avec noyau. Nous sommes des eucaryotes, hein, nous sommes un tas d'eucaryotes. Et bien, c'est quelque chose qui va être très lié et très dépendant de l'histoire d'oxygène. Et donc, ça a été publié par des microbiologistes et c'est un papier qui explique les choses de point de vue microbiologique. Sûrement, ils vont utiliser le même langage que vous, très explicite. Donc, je vous l'envoie. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a avancé comme interprétation et hypothèse concernant ces voiles bactériens et les types de bactéries qui les constituent.
Merci beaucoup. Donc, on passe au professeur Deza. Présentez-vous, César. Donc, j'activerai votre micro. Donc, c'est bon. C'est actif. Donc, c'est pas la peine de le toucher, César. Anna, je l'active. Ça marche? Oui, ça marche. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Zadi, je suis géologue minier. Alors, bonjour Yous, bonjour Abdelrazak, ça fait plaisir de t'entendre. Ben, tout comme Yous, moi aussi, ça fait, je crois, que c'est la troisième fois que je vous écoute parler de début de la vie et j'en apprends toujours. Hein. Alors, la preuve, c'est que j'ai pas toujours tout compris et donc je vais vous poser une question. Alors, est-ce qu'il y a une explication? C'est pour ce saut, ce soubresaut d'oxygène. Vous en avez cité donc, il y en avait deux. Y a-t-il une explication pour ce soubresaut en oxygène? Qu'est-ce qui était à l'origine de l'apparition de l'oxygène? Merci. Je t'en prie. César, bonjour, hein, c'est un plaisir. Alors, l'oxygène, l'histoire d'oxygène depuis on va parler de la toute première qui est arrivée juste avant le Great Oxidation Event, avant la montée d'oxygène importante. Alors, cette glaciation, pourquoi il va avoir lieu? Il va avoir lieu parce qu'il va y avoir beaucoup d'érosion. À cette époque-là, on a des continents qui se sont formés, hein, mais il va y avoir beaucoup d'érosion. Et cette érosion-là, elle va, vous savez, l'érosion, elle consomme beaucoup de CO2. Et quand on consomme beaucoup de CO2, forcément, on va baisser l'effet de serre dans l'atmosphère. Et du coup, on est parti dans cette glaciation. C'est comme ça. Et cette glaciation va durer longtemps. Elle va durer de 2,4 milliards, 2,5 milliards avec des intermittences jusqu'à à peu près, allez, on va dire, la fin, elle est autour de 2,3 milliards. Alors, terre boule de neige, qu'est-ce qui se passe? La glace, elle piège de l'oxygène déjà. Il y a de l'oxygène qui est piégé dans cette glace qu'on va trouver un peu partout dans le monde. Fonte de glace, libération d'oxygène. Voilà la première chose. Fonte de glace, lessivage des continents. Et tous les éléments nutritifs qui ne pouvaient pas bouger quand le continent, quand l'atmosphère était anoxique, quand vous changez le redox, et ça vous le savez, vous savez que les éléments, le mouvement, le déplacement d'éléments dépend de l'état redox, le HPH. Donc quand on a un lessivage avec un apport d'oxygène dans l'atmosphère, tous les éléments qui ne peuvent pas bouger, ils vont bouger, arrivent dans l'océan, donc des éléments nutritifs. Donc si vous voulez, tout ça ensemble fait que on a des cyanobactéries qui se développent. Ces cyanobactéries, ils vont faire de la photosynthèse et c'est cette photosynthèse qui va produire de l'oxygène. Donc l'oxygène que nous respirons aujourd'hui sur Terre, à l'origine, ce sont les cyanobactéries, ce sont des bactéries qui nous ont produit cet oxygène-là. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà comment l'oxygène est. Et la même chose va se reproduire aux alentours du milliard pour faire la glaciation de néoprotérozoïque juste avant l'explosion cambrienne. Et donc c'est pareil, font des glaces, libération d'oxygène, éléments nutritifs et développement des cyanobactéries. Et puis les cyanobactéries vont contribuer. Et le vivant, quand ils vont à manger, il y a de l'oxygène, il se développe. Les cellules vont coopérer entre elles. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Saad Razak. Donc, on passera la main à Madame Souad Haïda. Oui. Vous, s'il vous plaît, et votre question? Oui, bonjour. Vous m'écoutez? Oui. Alors, Madame Haïda Souad, professeure à département de géologie de la faculté des sciences de Qnitra. Merci beaucoup, si Abdelrazak Albani, si Hassan Chillay et si Dafi pour cette belle conférence. Alors, moi, j'ai un petit souci que je porte peut-être aux collègues concernant justement cette discipline de reconstitution paléo-environnementale, puisque actuellement, on commence à s'adresser plus à d'autres disciplines et on n'attache plus beaucoup d'importance à justement aux reconstitutions de paléo-environnement. Et là, j'attire l'attention sur ce qu'a dit Monsieur Abdelrazak Albani sur le travail qu'il est en train de faire, qu'il prévoit de faire au niveau de l'anti-atlas. Bon, moi, ça fait à peu près 32 ans que je suis enseignante, que je travaille. Et donc, les connaissances que j'ai sur l'anti-atlas, c'est ce que j'avais comme étudiante. Et peut-être là, peut-être ça peut être confirmé par Cyrisa, si elle dit. Donc, voilà, donc, justement, ça, c'est un petit souci sur l'évolution de la discipline pour les générations futures. Alors, à côté de ça, j'ai une petite question à Abdelrazak concernant l'apport justement de cette découverte
concernant l'évolution paléoclimatique. Est-ce qu'il n'y a pas de bouleversement ou d'apport nouveau pour la reconstitution du paléoclimat? Parce que j'ai vu dans l'équipe avec laquelle vous travaillez, il y a aussi le volet climat. Donc, certainement, il y a un apport qui pourrait être important pour la reconstitution du climat de la Terre, surtout pour cette période-là. Surtout que lorsqu'on parle de glaciation, la plupart du temps, on met beaucoup de points d'interrogation sur les glaciations pendant cette période. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, sur la discipline, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai l'impression aussi, quand je vois les projets, les sujets, que les paléo-environnements, ou les environnements anciens en tout cas, ils ont besoin d'être renforcés, d'être maintenus, qu'on ne se trouve plus avec aucun spécialiste d'ici 3, 4, 5, 6 ans. Mais bon, après, les raisons m'échappent et c'est le même problème qu'on a en France. Hein. C'est la même chose. Hein. Donc, il faudrait qu'on garde un regard sur cette thématique, en tout cas sur cette discipline-là. Quant à votre question concernant les paléoclimats, les paléoclimats très anciens, c'est le cas ici, dans notre cas, nous, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender. En revanche, quand on a des traces de glaciation, on sait que le climat était, bien entendu, c'est un climat qui est froid, et puis voilà, on a généré de la glace. Le problème qui s'est posé, et quand on sort de glaciation, ça veut dire qu'on est rentré dans un climat où la glace n'est plus stable, donc dans un climat qui est plutôt tempéré. Donc jusque-là, on peut dire ça, mais on ne peut pas aller au-delà. Parce que quand on est à 2 milliards, pour trouver des indices de paléoclimat ou des choses comme ça, c'est très difficile. Ce qui dominait surtout, c'est plutôt des climats qui étaient plutôt, allez, on va dire ça comme ça, des climats, allez, on va dire tropicaux, un climat tropical. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros débat sur la température des océans de l'époque. Certains travaux ont montré il y a longtemps que l'océan à 2 milliards 100 était à peu près, la température de l'océan était autour de 80 degrés ou 60 degrés pour certains. C'est impensable. Ça a été complètement évacué parce que l'existence de voiles bactériens, l'existence de traces de vie ont évacué ces températures-là. La technicité qui a évolué a montré que, par études d'inclusion fluide ou autres, ils ont montré qu'en fait, on avait des températures d'océan qui étaient autour de 27-30 degrés. Donc, il y a 2 milliards d'années, les océans, ce n'était pas une bouilloire, hein, c'était des océans. Si vous avez l'occasion d'aller vous baigner, je ne sais pas dans quel pays tropical, c'est des océans qui avaient des températures qui étaient un petit peu plus élevées que les températures actuelles, mais c'était des températures qui étaient autour de ça. Donc, si vous voulez, le débat, il est plutôt autour de ça. Quant au climat, c'est très difficile de pouvoir les appréhender sur des périodes aussi reculées parce que il y a pas mal de transformations, il y a pas mal. Donc, la signature isotopique qui permettrait de raconter cette histoire, elle sera biaisée. Donc, il vaut mieux rester sur les paléo-environnements, les paléoconditions, la paléobiologie, voilà, tout ce qui est diagenèse. Là, ça va, il n'y a aucun problème. Aller jusqu'à climat. D'ailleurs, on ne peut pas parler de climat parce que le problème, c'est que si vous cherchez les périodes de Milankovitch, à cette époque-là, on ne sait pas trop, hein, avec une lune plus proche de 30%. Enfin, donc, c'est par rapport à nos modèles actuels, on ne peut pas extrapoler avec ces périodes-là. Donc, les climats sont très difficiles sur le protérozoïque. Merci beaucoup. Donc, on passera la main au professeur Khalid Draoui. Présentez-vous, s'il vous plaît, votre question. D'accord. Merci, Youssef. Ça marche? Bon, merci beaucoup. Oui, on vous entend très bien, c'est Khalid. D'accord, merci, Youssef. Merci, professeur Albani. C'est un grand plaisir d'avoir suivi cette conférence et soutenue. Bien sûr, il y a beaucoup de moyens techniques, mais il y a du génie d'un chercheur derrière. C'est bon? J'ai pas bien entendu. On n'a pas bien entendu. On n'a pas bien entendu. On n'a pas bien entendu. Et là, ça marche, c'est bon? Oui, ça marche. Allez-y. D'accord, je voulais juste exprimer mon grand plaisir d'avoir suivi cette conférence très riche et soutenue. Et bien sûr, il y a beaucoup de moyens derrière, et il y a aussi du génie d'un chercheur. Non, c'est bon? Oui, très bien, très bien. Donc, je ne suis pas géologue, je suis plutôt chimiste et qui travaille. Donc, il y a une petite un point commun avec les géologues. Donc, je voulais juste savoir quel type d'argile
là où vous avez tous les micro-organismes. La nature de ces argiles. Oui, 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 oui. Oui. Et aussi, il y a la curiosité de savoir, qui a pu déclencher cette interaction dans les argiles, peut-être, pour qu'on puisse avoir le déclenchement de ces micro-organismes. Très bien. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une relation entre l'argile et peut-être l'origine de la vie. Donc, je me demande quelles sont ces conditions qui ont favorisé l'apparition de ces micro-organismes. J'ai une dernière question concernant un autre projet concernant la mise en évidence normalement de l'existence de la vie sur Mars. De la mise en évidence de la vie, trace de vie. Oui. Oui. Bien des formes, ou bien plus ou moins l'existence de l'eau sur la planète Mars. Ah, Mars. Parce qu'il y a eu des travaux qui ont analysé les argiles, ce sont des travaux avec le professeur Alain Meunier, et on a pu mettre en évidence l'existence des argiles grâce à des techniques d'infrarouge. Et lorsqu'on parle de l'existence des argiles, bien sûr, on parlerait de l'existence de l'eau, comme ça a été dit dans votre travail antérieur. Donc, j'aimerais savoir où ces travaux aussi qui peuvent normalement nous donner une autre idée sur les activités que vous avez dans votre structure. OK. Alors, pour la première question concernant les interactions possibles entre les argiles et ces organismes, en fait, les interactions qui vont avoir lieu sont des interactions matière organique-argile. Donc, je pense que vous comprenez mon discours. Et je pense que vous connaissez les argiles, sinon vous n'aurez pas posé cette question-là. Donc, moi, je pense que les argiles qui composent le sédiment sont des argiles sédimentaires, tout simplement. Ils sont arrivés par, je ne sais pas quel type de transport, peut-être un rivière, fleuve, peu importe, dans un environnement estuarien, et puis bon, ils sont déposés, ils sont là. Bon, ce qu'il y a, c'est que ces argiles, quand on les a caractérisées, c'est de l'illite, c'est de la chlorite, c'est des interstratifiés élite-smectite. Et c'est incroyable parce que des interstratifiés élite-smectite, on ne les trouve pas dans des facias supposées de cet argile. Les interstratifiés élite-smectite sont généralement dans des environnements beaucoup plus récents. Sauf que là, la conservation est telle qu'on a pu garder, on a publié ça d'ailleurs, des interstratifiés élite-smectite. Pour répondre à une partie de votre question concernant les interactions entre le minéral et l'organique, ces interactions ils vont se faire au cours de la diagenèse. L'argile va jouer un rôle dans la préservation. D'accord ? Et en fait, c'est l'objectif de la thèse qui est actuellement en cours d'une étudiante à moi ici, là, à Poitiers, et qui est en train de couper. Elle coupe un certain nombre de spécimens et puis elle fait des micro-prélèvements depuis l'encaissant jusqu'à l'intérieur du spécimen. Et puis elle regarde la minéralogie, et elle regarde la chimie, et elle regarde l'infrarouge, et elle regarde ce qui se passe. Et on voit qu'il y a eu, lors de la diagenèse, pas avant, hein, lors de la diagenèse, c'est-à-dire lors du dépôt, lors du, vous voyez, bon, je pense que vous comprenez, mais lors de l'enfouissement, il y a eu des interactions entre l'organique et le minéral. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. Quant à votre deuxième question et les travaux que nous avons fait avec mon ami Alain Meunier sur Mars, on a pu montrer que l'existence d'eau sur Mars, lors de l'histoire, une partie de l'histoire de Mars, peut tout simplement venir de l'eau qui reste après une cristallisation d'un magma. Un magma, quand il finit de former ses minéraux, il reste toujours un liquide derrière. Et ce liquide-là, il peut se réorganiser avec certains éléments et fabriquer des argiles. Donc, il n'y a pas besoin, à une certaine période de l'histoire de Mars, de l'eau liquide. Par contre, vers 3 milliards, 3 milliards 5 sur Mars, il y a de l'eau liquide qui est avérée. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y a un article qui vient de sortir. Le souci aujourd'hui, pour être très clair et très franc avec vous, c'est qu'on n'a pas, aujourd'hui sur Mars, on n'a pas de travaux, j'allais dire, tangibles, clairs, francs, qui nous disent, qui nous montrent qu'effectivement, on a du vivant, des plus vivants bien entendu, on a du fossile, on a des traces de bactéries, on n'a rien d'aujourd'hui de bien concret
Il y a plein de choses, il y a plein d'hypothèses, il y a plein. La difficulté, hein, voilà, déjà sur Terre, on est déjà très difficile pour pouvoir prouver des choses. Alors vous imaginez à des centaines donc des millions de kilomètres. Donc si vous voulez, la technicité hyper importante sur Mars, on est capable de faire des forages, on est capable d'analyser la diffraction des rayons X, on est capable de faire de la chimie sur Mars, pilotée depuis la Terre. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'indice. Par contre, ce qu'on a et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a eu de l'eau et de l'eau liquide, mais pour l'instant, il y a 0 trace de vie avérée, confirmée sur Mars. Alors après, peut-être ça viendra un jour, hein, ça je suis pas persuadé à 100%, mais ce n'est pas impossible, hein, vu le développement technologique, mais pour l'instant, on n'a pas de traces de vivants avérées 100% sur Mars. Voilà. Merci, professeur Abdelrazak. Donc, je prendrai la toute dernière question, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc il reste 4 minutes. Donc, je prendrai Karim Bouhali. Présentez-vous, s'il vous plaît, votre question rapidement. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est Karim, vas-y. Allez-y, c'est Karim. Allez-y, c'est Karim, c'est pas la peine de toucher votre micro, c'est moi qui l'active. Allez-y. Le climat, donc on a parlé de noir. On sait que si les argiles noires ce sont des dégradations de la matière organique, donc est-ce qu'il y a ces argiles Karim, on vous entend très mal. Karim, on vous entend très mal. D'accord, je vais écrire mon question. D'accord, parfait. Donc, pour profiter de ce temps, c'est Saïd Belkacem. C'est Saïd? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Saïd. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, c'est Albani, merci, c'est Daffé. Depuis longtemps que j'ai toujours voulu assister à une des conférences de Sir Albani et aujourd'hui, l'occasion se présente. Je suis très, très content. Connaissance de vos travaux qui sont vraiment impressionnants. Moi, je vais être bref. Présente-toi, Saïd, présente-toi, s'il te plaît. Oui, excusez-moi. Donc, j'oublie toujours de me présenter. Je m'appelle Saïd Belkacem. Je suis enseignant-chercheur au département de géologie de la faculté des sciences d'Agadir. Voilà. Donc, moi, ma question, c'est de savoir dans quelle mesure la nature peut conserver les détails morphologiques de ces micro-organismes. On voit aujourd'hui que des techniques comme la microtomo permettent de révéler certains détails, mais est-ce que ces morphologies ne seraient pas confrontées à des facteurs qui pourraient altérer un peu ou déformer un peu ces formes? Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Alors, la diagenèse est passée par là, on est bien d'accord, ça on le voit, il n'y a aucun problème. Sur les transformations qui peuvent arriver lors de l'enfouissement, là, il n'y a pas de doute, on les voit. Alors, si vous voulez, ces détails-là, on a pu les détecter grâce à des analyses pétrographiques. Quand il y a des changements liés, par exemple, à des recristallisations de pyrite minérale, on le voit, ce n'est pas difficile à voir. En microscopie, on fait de la pétro, on le voit, soit en microscopie optique ou au MEB, et avec ça, on va coupler avec de l'analyse chimique. Donc, on voit très bien quand est-ce que ce minéral-là, ou cet objet-là, ou ces fossiles-là, a pu subir des transformations. Mais ce qui est formidable, et ce qui est très intéressant dans le bassin de Franceville, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que quand on regarde les organismes, vous avez vu sur une des images que j'ai montrées, ils n'ont absolument pas subi de transformation liée à de la... Il n'y a pas de schistosité, par exemple. La seule chose qu'on a, c'est des grandes failles, mais des grandes failles qui sont espacées à plusieurs mètres, donc on n'a pas vraiment une cassure. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de transformation majeure. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis qu'il n'y a pas de transformation majeure à l'échelle des spécimens. Et toute la partie altération secondaire qui peut... Et Dieu seul sait que la pyrite est un minéral extrêmement sensible. Et vous verrez, quand vous sortez le spécimen, il est absolument propre, nickel. Et bien, malgré tout, on fait des coupes, on regarde en lame mince, on regarde en section polie et on arrive à faire la part de ce qui est primaire, de ce qui est secondaire lié à des transformations tardives de la recristallisation de la diagenèse.
Donc tout ça, on a pu l'évaluer. Donc tout pour dire que ce bassin-là, ce secteur-là est très sincèrement, je le dis, je le répète, uniquement une fenêtre aujourd'hui, uniquement sur l'histoire du Liban. Voilà. J'espère qu'au Maroc, on aura, vous trouverez, je ne suis pas obligé de le faire moi, mais vous aurez la possibilité de trouver quelque chose au moins d'équivalent, ce serait vraiment extraordinaire. Je ne sais pas, je vais abuser de mes pouvoirs en tant qu'organisateur pour donner la main à notre cher Reda Fassi Fihri. Donc, pour la dernière question, hein, j'ajouterai plus, donc parce qu'on a dépassé le temps. Donc, c'est Reda, présente-toi s'il vous plaît et fais ta question. Présentez-vous, c'est Reda. J'active votre micro s'il vous plaît, ne le touchez pas. Allô, c'est Reda, bonjour. Allô, c'est Reda. C'est Reda Fassi Fihri. Voilà. Donc, vraiment que c'est avant de passer la main à Sichley pour la clôture de cette séance, je tiens d'abord à remercier encore une autre fois notre cher professeur Abdelrazak Albani, qui est aujourd'hui notre fierté marocaine, sincèrement, avec les travaux qu'il a réalisés et qu'il continue à réaliser. Je tiens à remercier l'ensemble des participants qui sont venus de partout. Donc, comme vous venez de voir, c'est Abdelrazak, on en a parlé de ça hier. Donc, ils viennent de différents mondes pour assister et pour apprendre de vous, c'est Abdelrazak. Alors, avant de vous passer la main, donc je rappelle les prochaines e-conférences qui auront lieu la semaine d'après, parce que la semaine prochaine, nous prendrons quand même une petite pause. Donc, la prochaine e-conférence aura lieu le 3 juin et il sera animé par professeur Mhedegui Rachid de l'Université Abdelmalek Saadi et aussi un expert OCP Policy Center, qui est un think tank créé au niveau de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Et professeur Mhedegui nous parlera le 3 juin de l'Afrique au temps des incertitudes et de l'après-Covid-19. Donc, juste 12 jours après, on aura la 14e e-conférence qui va être animée par professeur Abdelrahman Idhi de l'Université Ibn Zohr d'Agadir, qui parlera des météorites, de l'étoile filante à la disparition des dinosaures. Donc, je vous invite cordialement à nous suivre la semaine d'après pour assister aux conférences de nos chers conférenciers qui ont accepté volontairement d'animer et de partager leur savoir avec vous tous. Alors, le mot de clôture pour professeur Shley et aussi pour Abdelrazak Albani pour former notre session. Shley. Après ces discussions et après la conférence, je pense que Abdelrazak Albani, il a bien mené sa roue et il a bien montré que ce soit en répondant aux questions et que ce soit par son extraordinaire conférence, que l'existence de la matière organique, elle a bien existé il y a 2 milliards 100 millions d'années et qu'il y avait une biodiversité et aussi que cette biodiversité a donné l'occasion à des recherches multidisciplinaires, à des équipes polydisciplinaires pour mettre en évidence les caractéristiques de cette matière organique ou de ces organismes pluricellulaires. Et je tiens de nouveau à remercier notre professeur et ami, Abdelrazak Albani, et aussi remercier Dafi et tout le staff de l'organisme ForestNet qui nous donne ces occasions pour échanger ces découvertes, pour échanger ces connaissances et pour enrichir le débat. Et aussi, comme on le voit, de voir une forte participation régionale. Je termine en vous disant
Eid Mubarak Saïd et à la prochaine conférence. Et si Albani à notre prochaine rencontre, Inch'Allah, à Marrakech. C'est Albani, si vous avez un dernier mot à dire, c'est Albani. Bah, écoutez, bon, un dernier mot rapide. Bon, écoutez, tout d'abord, je tiens à merci c'est Hassan, merci c'est Youssef, merci à tout le staff autour de vous. Et franchement, c'est vraiment un plaisir de partager avec vous. Et je pense sur ce genre d'opération, il faudrait absolument les maintenir, les renforcer, parce que les échos que j'ai sont des échos très positifs. Et vous avez beaucoup de participants, mais ça, je n'ai même pas besoin de le dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça apporte aux gens de la connaissance. Et ce qu'il faudrait pour le pays, c'est l'émulation scientifique. Et ce que vous faites là avec vos moyens numériques, virtuels, vous êtes en train de créer une émulation scientifique. Et le pays a besoin de ça. Et alors là, vous le faites pour différents types de disciplines, mais ça serait bien de le renforcer. Et je suis sûr que vous allez être écoutés et vous allez avoir un super réseau autour de vous. Continuez, merci, bravo, et puis j'espère à une prochaine. Merci beaucoup, c'est Albani, et à la prochaine.